Bonjour à toutes et tous. Merci et bienvenue pour ce webinaire. Alors, on organise des webinaires depuis début septembre, donc c'est le troisième. On en organise un par mois. Et ces webinaires sont principalement dédiés à des formateurs, coordinateurs de formation. Donc, on les a lancés à la demande des organismes de formation de la Ligue, enfin des fédés qui sont organismes de formation et puis ils sont tout à fait ouverts. On touche des sujets qui peuvent intéresser assez largement la communauté éducative. On a d'abord, sur les deux premiers, on a parlé d'inclusion, de handicap, et puis ensuite des troubles des troubles neurodéveloppementaux. Et là, aujourd'hui, on va parler de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en accueillant d'abord Antoine Suter qui se présentera et qui va nous parler d'abord d'une enquête du CRAGEP Centre Val-de-Loire sur le sujet et puis d'une démarche qu'ils ont mis en place du côté de l'Union régionale de la Ligue Centre-Val de Loire. Ensuite, on aura la présentation par Anne Persine d'Exopé d'un module e-learning justement de prévention des VSS. Et puis Jouan et Benoît du Centre confédéral nous parleront d'un kit qu'ils sont en train d'élaborer, qui vont diffuser incessamment sous peu à destination de toutes les fédés, et qui permettra de recenser les différentes ressources disponibles à la Ligue sur cette question de la lutte contre les VSS. Je précise juste que ce webinaire, et comme tous les autres, est enregistré et que à l'issue du webinaire, je publierai l'enregistrement sur notre site, les chroniques pédagogiques. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, donc ça me permet d'en parler au passage et de vous le mettre dans le chat. Et c'est une plateforme de la Ligue dans laquelle on recense l'ensemble des contenus pédagogiques, enfin, pas l'ensemble, on recense des contenus pédagogiques accessibles à tout le monde, ouverts, souvent en licence Creative Commons et en multimédia, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi bien des vidéos, des podcasts, des documents, des infographies. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous y retrouverez le premier webinaire, le deuxième pas encore, et très, très prochainement celui-ci, sans doute en fin de semaine prochaine. Voilà, et bien sans plus tarder, Antoine, je vais te céder la parole. Top, super. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne? Oui, Très bien. Super. Eh ben, je vous ai mis, les collègues, un petit lien dans la conversation du, de Teams pour que vous puissiez aller sur le site du CRAGEP. Ce que je vous propose, c'est que je vous partage mon écran. Ça peut comme ça illustrer aussi les propos en direct et que les personnes qui revisionneront en webinaire pourront directement regarder. Je ne sais pas si tu as accès à la conversation quand tu es en visionnage. Vous me dites si vous voyez bien mon écran? oui. Parfait. Super. Top. Du coup, l'idée, moi, je me présente, je suis Antoine Suter, je suis délégué général adjoint de la Ligue de l'enseignement Centre-Val de Loire. Plutôt sur la direction régionale en région Centre et en même temps aussi une autre casquette. J'ai pris depuis septembre la coprésidence du CRAGEP, le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et avant, quand on a lancé cette dynamique, en tout cas, j'étais vice-président. Donc ça fait 3 ans que je suis vice-président du CRAGEP et là, cette année, on a pris la coprésidence. Donc la Ligue de l'enseignement et coprésidence. Coprésident, on a fait comme le CNAGEP avec les CMR d'ailleurs. Donc, on porte une coprésidence CRAGEP, Ligue et CEMEA. Dans cette dynamique-là, ça fait 3 ans que, alors j'ai envie de dire qu'il y a une dynamique avec les partenaires que vous pouvez voir ici, hein,
qui sont cités sur cet article, en tout cas du site du CRAGEP, sur les questions de VHSS. On a rajouté le H depuis, hein, en tout cas depuis la sortie de cette enquête. Quand on avait lancé cette enquête, on ne parlait pas de harcèlement, mais là maintenant, on parle bien de violence, harcèlement sexiste et sexuel, dans les accueils collectifs de mineurs. On a bien aussi ce prisme accueil collectif de mineurs. D'accord, c'est bien vraiment l'entrée dans le cadre, en tout cas, on a voulu rentrer dans le cadre du CRAGEP, et donc de bien délimiter notre sujet. Donc, c'est pas forcément dans. Voilà, on n'a pas élargi, j'ai envie de dire, aux accueils jeunes, on n'a pas élargi, en fait, j'ai envie de dire, aux centres sociaux, etc. Là, on est vraiment sur la question des VHSS dans les accueils collectifs de mineurs, ce qui nous a, en fait, plutôt, j'ai envie de dire, lancé une démarche avec la DRAGES. Donc, la DRAGES voulait lancer un travail, et en fait, on a plutôt se dire, mais on a besoin de faire un état des lieux, hein, comme bon tout travail de diagnostic. C'est quoi les VHSS dans les accueils collectifs de mineurs en Centre-Val de Loire? Donc c'est pour ça qu'il a été missionné avec un budget de la DRAGES, on a missionné le CRAGEP avec une étude qui a été faite du coup par les CMEA. Vous voyez bien, donc l'organisation, en fait, en gros, le CRAGEP tête de réseau, et dans les membres du CRAGEP, les CMEA ont été missionnés par le CRAGEP pour faire cette étude-là, en fait, hein, de façon très concrète. Et dans cette étude, il y avait un comité de pilotage qui était mis en place avec l'ensemble de ces acteurs. Vous voyez que la Ligue est citée ici, mais en fait, il y a le planning, la ville de Tours. Ça, c'est une association locale du 45, en tout cas sur les questions de LGBTQ+. Voilà. L'objectif très concret de cette enquête, que je vais vous montrer que, en fait, en gros, si vous allez tout en bas du site, vous pouvez faire consulter l'étude, là. Et quand vous cliquez sur consulter l'étude, vous avez ce document qui apparaît. Comme ça vous permet de la voir aussi, hein, en direct aussi, pour regarder, etc. Ce qui est important de concevoir, c'est que ça a mis 2 ans à écrire l'étude. Alors, vous allez me dire, il y a 12 pages, 12 ans, 2 ans pour faire 12 pages. Ce n'est pas la quantité qui compte. Là, c'est bien sûr la qualité du document. Ce qui est ressorti et ce qu'il faut retenir de cette étude, qui est 2 ans, c'est qu'il y a toute une partie aussi sur la question de la méthodo. La méthodo a été de double entrée, hein. C'est une étude qui a été envoyée sous forme du coup de questionnaire, donc un questionnaire quantitatif où les gens, il fallait qu'ils répondent, etc. Donc, ça a été envoyé à 6000 animateurs, animatrices, direction d'établissements des accueils collectifs de mineurs en lien avec la DRAGES. Donc, la DRAGES nous a soutenus dans la communication. Donc, il y a plus de 6000 personnes qui ont répondu. Et en même temps, il y a aussi des entretiens qualitatifs. Il y a eu une 50aine d'entretiens en tête-à-tête, un peu quali-sociologique, quoi, avec du coup une 50aine d'animateurs et de directeurs, directrices d'accueil collectif de mineurs. Ça a bien sûr été mené en lien avec l'Université de Tours, ça c'est important. Du coup, il y a une sociologue, Anne Schmidt, qui nous a suivis. Donc, les CMA étaient plutôt porteurs de l'animation avec un salarié dédié, et l'Université de Tours était aussi garant de la méthodologie sociologique de l'enquête, et du coup, pour donner aussi une forte légitimité à ce qui était donné dedans. Donc, Anne Schmidt, qui est sociologue, et du coup enseignante à l'Université de Tours, et notamment sur le DUT carrière sociale, animation, carrière sociale, qui aussi est quand même une branche de l'animation, une branche de la formation qui forme nos futurs animateurs et animatrices des accueils collectifs de mineurs, non pas forcément, c'est pas le côté BAFA-BFD, mais aussi les responsables jeunesse, etc. Ça, c'est un peu le cadre de l'enquête. Moi, ce que je retiens en titre de cette enquête, c'est que sur l'ensemble des répondants, en tout cas, la majorité en région Centre-Val de Loire sont dans les collectivités. Et on voit bien que notre cœur de cible, ce n'est pas forcément les structures associatives qui sont en pilotage des ACM, ni des colos, etc., qui sont majoritairement organisées par les associations, mais bien les structures gérées par les collectivités en direct. Et on voit bien que la majorité, du coup, nous, en tout cas, de l'écosystème en région Centre, la majorité des ACM, en tout cas plus de 60%, est gérée par les collectivités, et non pas par des structures socio-éducatives, associations, loi 1901, etc. Ce qui nous rajoute une belle difficulté, puisque c'est aussi ce genre de public, enfin de collectivité, qui est le plus dur à mobiliser, à accompagner, à former, à intégrer dans une démarche de formation, de rencontre, etc. Mais en tout cas, c'est bien ressorti dans l'enquête. Donc ça, il y a un premier élément de contexte, en tout cas pour nous, chez nous, qui explique un peu le paysage, hein, de cette étude-là, et du coup, qui orienterait aussi nos actions en lien avec la DRAGES, hein. Sans la DRAGES, ce serait des choses qu'on n'arriverait pas à agir. L'autre chiffre clé, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu loin, etc., là, mais vous pouvez aussi le consulter. En tout cas, c'est sur la 7e page, là. Ce chiffre-là,
avant de lancer l'étude, eh ben, on n'était pas prêt à ce chiffre. Plus de 70% des répondants disent ne pas connaître la procédure en cas de violence, en tout cas, en cas d'identification de violence sexiste et sexuelle. La majorité des personnes, en tout cas, dans les questionnaires, arrivaient à différencier et à définir ce qu'était une violence. On voit qu'il y avait une grosse difficulté à différencier ce qu'était une violence sexiste et une violence sexuelle. Donc, on voit bien que la question de la définition entre les deux termes était plutôt difficile à identifier. Par contre, ils arrivaient à identifier si c'en était une. Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivaient à dire que c'était une violence. Par contre, dire que c'était une violence sexiste ou sexuelle, ça, c'était plus dur. Il y avait dans le questionnaire, il y avait des cas pratiques. Il fallait dire, est-ce que ça, pour vous, c'était une violence sexiste? Est-ce que ça, pour vous, c'est une violence sexuelle, etc. Donc, on ressort qu'il est difficile pour les acteurs qui ont été interrogés d'identifier si c'est une violence sexuelle. Par contre, c'était facile pour eux de dire que ça, c'était une violence. Donc, on voit bien qu'on a plutôt des acteurs et un public en région centre qui identifient des violences, qui ne savent peut-être pas forcément à la définir, mais qui ne savent surtout pas et qui ne connaissent surtout pas la procédure pour agir. Le niveau de responsabilité, qu'est-ce qu'il faut faire, comment procéder, etc. Donc, on voit bien qu'on a une crise autour, j'ai envie de dire, du niveau de responsabilité et des procédures à mettre en place pour agir et pour, du coup, lutter contre cette violence. C'est quelque chose d'assez fort hein, qui nous a tapé dans l'œil. Avant l'enquête, on disait que bah, si, ils étaient formés. On en parle un peu dans les formations professionnelles. En BPGES, par exemple, on avait l'IUT l'ITS qui était avec nous, l'Institut du travail social. Il nous disait bah, si nous, on les forme tous à la question de la procédure, etc. Bah, quand on fait une enquête régionale, etc., on voit que 73% ne connaissent pas la procédure. Donc, est-ce suffisant, quoi? Est-ce qu'on fait des choses suffisantes pour expliquer c'est quoi les procédures? L'enquête nous sort cruellement que non, ce n'est pas suffisant. Aussi, dans cette enquête, on ressort des recommandations, hein, aussi bien pour les organismes de formation, BAFA, BFD, CQP, BPGEPS, DE, DES, etc. Comment on peut mettre en place des choses. Donc, il y a une action qui est mise en place dans le cadre des organismes de formation. La question de la mise en place de process en interne, comment on peut agir en interne dans les accueils de collectifs de mineurs, notamment du coup là, dans les collectivités qui sont majoritaires, mais pas que, hein, ce n'est pas parce qu'ils sont majoritaires qu'il ne faut pas agir dans les associations d'éducation populaire. La question sur le travail sur le climat, en tout cas, la situation et l'impact que ça apporte, on a bien étudié et on voit bien qu'en fait, une situation de violence, il y a bien sûr une victime, il y a un agresseur, une agresseuse, il y a une victime aussi derrière, mais il y a un rayonnement aussi, il y a un impact autour, et ça, souvent, il est sous-estimé, l'impact chez les autres personnes, aussi bien qui sont les aidants, et aussi bien les autres professionnels, etc. Donc ça, on voit qu'il y a des difficultés et qu'il faut qu'on agisse. On voit qu'il y a des choses aussi dans les questionnaires qui sont ressorties assez fort sur la question du stéréotype de genre. On n'a pas la même réponse. En tout cas, dans les questions, on avait des cas pratiques si c'était un garçon ou une fille. Et dans nos tests, on voit bien qu'il n'y a pas la même réponse si c'est un jeune garçon qui subit ou si c'est une jeune fille qui subisse. Donc, on voit bien qu'il prédomine des stéréotypes de genre dans les réponses, même de diminution des faits, d'aggravité des faits, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc, on voit bien qu'on a aussi encore à agir et à lutter contre ces formes de stéréotypes de genre envers nos équipes professionnelles, etc., qui agissent. Donc, ça, c'est du travail de fond qui est à mettre en place. Et forcément, il y a quelque chose aussi, on a évalué aussi la question des PEDT, la question des politiques éducatives territoriales, et quand on questionne en fait la question des VSSS, donc des VHSS maintenant, il faut que je m'y mette aussi, c'est important de parler du harcèlement, mais il était très peu cité. Il n'y a que 2% des PEDT qu'on a reçus et qui ont été évalués, où la question des VHSS était anticipée, citée dans la question du parcours éducatif des enfants, et quand on voit que ça doit être un acte fort. Donc ça, c'est quand même des choses qui ont été assez marquantes en région centrale de Loire. Voilà, ça c'est en tout cas aussi un pamphlet et du coup un positionnement que je vous serais lire en termes de ressources. Et moi, ce que je trouvais ça intéressant aussi dans l'enquête, c'est qu'il y a une petite ressourcetothèque à la fin avec des liens aussi pour pouvoir agir et s'informer, etc. Voilà. Je vais arrêter le partage. Je trouvais ça important qu'on parte de ce cadre de l'enquête. Hop, vous me dites si c'est OK, vous me revoyez. Ça partage plus l'écran? C'est OK? Hop là. C'est bon. Parfait. Je vous remets en grand aussi, que je vous vois bien. Suite à cette enquête, on l'a sortie, donc vous l'avez vu, on a fait un temps fort régional pour présenter l'enquête avec la DRAGES, les SDGS, les collectivités, etc. Donc on a fait aussi un temps fort pour montrer qu'il y a une dynamique autour de cette enquête.
Et après, une fois qu'on a fait cette enquête, il y a eu de l'attente. Ça veut dire que vous êtes mignon, vous sortez de l'enquête, mais maintenant, il faut agir, quoi. Donc, on a demandé à la Drages de continuer, de dire maintenant, il nous faut trois pans. On monte un comité régional des acteurs de lutte contre les VHSS, premièrement. Donc, il nous faut un financement pour animer ce comité régional. On met en place un plan de formation régional à destination des accueils collectifs de mineurs sur les VHSS, deuxième plan. Et troisièmement, troisième plan de l'action, on met en place une ressource tech régionale des outils pour lutter contre. Voici les trois plans sur lesquels on a déposé une demande et un financement. Aujourd'hui, la Drages, en tout cas, soutient le CRAGEP Centre-Val de Loire dans cette dynamique, dans ces trois piliers, à pas la hauteur que l'on avait demandé, etc. Voilà, mais c'est normal, les fonds sont compliqués aujourd'hui, il y a des choses qui sont compliquées, et puis il faut qu'on y ait étape. Donc, on a monté ce comité de pilotage régional avec les acteurs où il y a la région Centre-Val de Loire, du coup le conseil régional qui est présent. La DRAGES est présente, les SDGS du coup sont présentes et on a réussi à avoir des responsables jeunesse et des collectivités territoriales présentes et on a aussi des acteurs comme le centre CLGBT, le planning familial, CDFF aussi qui n'était pas présent avant et forcément les membres du CRAGEP, donc CMEA, Franca, Ligue de l'enseignement, etc., qui sont aussi représentés. Et dans ce cadre de ce comité de pilotage, l'enjeu, c'est d'organiser tous les ans les rencontres régionales de lutte contre les VHSS. Donc la prochaine rencontre, c'est en février. Le 4 février, on fait la rencontre régionale de lutte contre les VHSS pour justement animer ces piliers, animer, faire réseau, partager des outils, des actions et en même temps faire une journée de formation sur quelque chose, sur des choses un peu précises suite à cette enquête. On voit bien qu'on est loin on va dire, d'aller et d'avoir forcément du résultat quantitatif rapide, mais en tout cas, cette dynamique est largement lancée et en tout cas, ça nous met aussi bien en réseau. Nous, ça a eu trois impacts majeurs, hein. Le premier impact, c'est que, j'ai envie de dire, à l'intègre de nos organisations AGEP, Association de jeunesse et éducation populaire au sein du CRAGEP, en fait, on s'est mis d'accord et on a mis en place de la formation pour nos acteurs. Nous, à la Ligue d'enseignement Centre-Val de Loire, on a formé tous nos animateurs et animatrices, du coup, en lien avec le planning familial. Je reviendrai dessus aussi un peu plus sur l'impact, mais en tout cas, maintenant, c'est une formation obligatoire de 2 jours à tous nos animateurs et animatrices. Et on a formé nos collègues salariés pour qu'ils soient aussi formateurs de formation. Donc, ils deviennent aussi des ambassadeurs et ils forment maintenant les animateurs. Donc, ça, c'est aussi OK avec le planning, quoi. En gros, on a pris leurs outils, leurs formations pour former nos collègues pour qu'après, ils forment nos animateurs. Les animateurs sont saisonniers, hein, on n'a pas toujours les mêmes, hein, ils sont en CE l'été et tout ça, quoi. Le deuxième impact, qui est aussi concret pour nous, au-delà de la formation avec le planning dans l'ensemble dans nos AGEP, c'est on a mis en place un kit du coup de procédure d'interpellation commun au sein du CRAGEP et au sein de nos structures ACM. 73% de ça ne connaissent pas la procédure. Bon, en fait, la procédure, elle est quand même pas compliquée, en fait. Et il n'y a pas forcément besoin de faire de la formation très poussée pour savoir comment agir. Donc, en fait, on a écrit un protocole avec les Drages et qui a été validé avec la Drages et du coup, qui est imprimé, donné à tous nos référents. Et ce protocole-là, forcément, ça fait partie. Nous, on aimerait bien, à chaque fois qu'il y a un ACM qui se lance, et le directeur de l'ACM est en charge d'expliquer le protocole, quoi. Voilà. Ça, c'est pas encore fait et on a du mal à évaluer si c'est bien fait. Mais en tout cas, ça fait partie des premières démarches lancées, en tout cas de réécrire le cadre d'interpellation en cas de problématique sur les VHSS. Et le deuxième truc, en tout cas, le côté réseau au niveau local a plutôt bien marché. Vous savez, par exemple, dans les formations BAFA, depuis janvier, il faut parler de VHSS. Enfin, il y a un module de formation obligatoire dans les formations BAFA maintenant sur les VHSS. Bon, on n'avait pas l'air con parce que sincèrement, chaque organisme de formation BAFA faisait un peu le sien. Mais tant mieux aussi, hein, ça s'appelle la diversité des acteurs de l'éducation populaire. Par contre, on s'est un peu remis sur la table en disant, tu fais quoi toi? Tu fais quoi toi? OK, comment on l'anime? Comment on le fait? Et du coup, on a réussi à harmoniser une forme de contenu de formation que l'on mettait dans nos formations BAFA. L'enjeu, c'est de passer des étapes. On en parle forcément, comment on en parle en CQP, comment on en parle en BP, comment on en parle en DE, car les associations du CRAGEP portent ces 4 volets de formation, quoi. Et donc, nous, Association d'éducation populaire, c'est aussi de remettre nos contenus de formation sur les VHSS et avoir des graduations. De quoi on parle dans le BAFA, de quoi on parle dans le CQP, BP, GEPS, etc., pour qu'on ait aussi des niveaux de graduation dans l'interpellation, etc. Ça, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on a mis en place et ce qui est porté en région Centre-Val de Loire.
Je ne vous cache pas qu'on n'était pas prêt aussi à deux choses. C'est que l'enquête a été principalement tournée sur les VHSS auprès des enfants dans nos accueils collectifs de mineurs. Il y a un sujet qu'on n'avait pas forcément, on l'avait en tête, mais on ne l'avait pas forcément anticipé, les collègues, bah, les VHSS, mais entre animateurs et animatrices et directeurs, directrices, etc. Et ça nous a mis une petite claque, sincèrement. Eh ben, parce qu'on s'était concentré sur la sécurité des enfants, hein, sincèrement, principalement, hein. Bah, en fait, quand on a parlé et qu'on a fait une formation, eh ben, en fait, on a bien sûr nos animatrices. Et je le dis, hein, il faut le dire, hein, c'est quand même les femmes qui sont majoritairement victimes. Donc c'est pour ça que je ne le masculinise pas. Et il faut le féminiser aussi, car c'est majoritairement ces personnes qui subissent. Nos femmes animatrices ont dû sortir de la salle parce que ça leur fait remonter des choses aussi, hein. Et du coup, on n'était pas prêt à, j'ai envie de dire, à accueillir aussi les souffrances des personnes, alors qu'on était en train de leur parler, de les former pour qu'elles agissent auprès de victimes, de potentielles futures victimes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on n'était pas prêt, ça a vraiment mis en difficulté. Et du coup, ça nous a musclé aussi sur comment on aborde ça auprès de nos animateurs et animatrices. La deuxième chose sur laquelle on n'était pas prêt, enfin, c'était une volonté, mais je n'étais pas prêt que ça fasse autant d'écho tout de suite. On accueille à peu près 140 animateurs, nous, à l'année, là, en région centre, à la Ligue, hein, Centre-Val de Loire. Donc, on les a tous formés dès les premières colos qu'on a organisées, juillet-août. Avant, moi, ça fait 5 ans que là, je suis sur la direction générale et qu'on organise des colos. J'avais jamais eu une interpellation, j'avais jamais eu j'ai envie de dire, une information préoccupante, une IP, là, comme on appelle. Tout le monde a été formé. On lance nos colos dès juillet-août. J'ai 20 IP à la fin de l'été. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'elles n'existaient pas avant et tout d'un coup elles existent? Ça, je n'y crois pas. Elles existaient avant. Sauf qu'en fait, on ne savait pas les identifier, on ne les faisait pas, on ne les donnait pas. 20 IP, sur les 20 IP, j'en ai 15 qui ont donné des suites. Ça veut dire quoi? Et des informations préoccupantes, principalement d'enfants, où la parole s'ouvre de violences subies chez eux. Je n'ai pas d'IP de violence sur le centre. Je n'ai pas eu non plus d'informations préoccupantes de violence entre collègues à la Ligue centrale de Loire. On a eu des IP d'enfants qui ont ouvert la parole en échangeant avec un animateur ou une animatrice lors de la colo. Et 15 qui ont donné des suites, ça veut dire des contrôles chez les parents, etc. Voilà. Donc on a aussi, moi ce que j'étais pas prêt, c'était à suivre les IP, parce qu'il y a les colos, il y a l'été, il y a les IP, puis après il y a l'après, il y a les suites. Et là, du coup, c'est à toi, parce que toi tu restes, toi, les animateurs sont plus là, etc. Et du coup, c'est à comment tu continues à suivre ces IP-là et à accompagner aussi ces enfants, ces équipes, etc. Parce qu'ils sont passés dans le giron de la Ligue. Et nous, on s'engage à que ça soit des parcours et pas juste tu passes, merci, au revoir, quoi. Donc, il y avait ces enjeux-là aussi animés qu'on n'avait pas prévu le temps, ni les effets, etc. Mais ça nous a pris du temps et on était présents, on les a animés. Mais maintenant, du coup, là, cette année, pour ne pas se refaire avoir, on a remis une suite, une cellule d'accompagnement aux suites. Et du coup, on a aussi volontairement, dans les contrats des animateurs, mis du temps après l'écolo pour faire des bilans sur les questions, s'il y a eu des IP, etc., pour qu'ils nous aident un peu sur cette cellule de suite sur des problématiques de VHSS. C'est pas rien, ça coûte un peu plus, hein. Ils ont une journée, en gros, très concrètement, ils ont 2 journées de prépa en amont et on leur a mis 2 à 5 jours de suite bilan de formation, de séjour. Et dans ces bilans, il y a intégré la cellule du coup de suite en cas d'informations préoccupantes pour des jeunes. Voilà un peu j'ai envie de dire le contexte. Et puis quand j'en ai échangé avec Julien, c'était un peu l'idée de vous dire, il y a une enquête régionale, il y a une dynamique de réseau, il y a un écosystème, et en même temps, il y a de l'outillage, de la formation, de la rencontre. Et en même temps, chez nous, à la Ligue, ça nous a remis aussi en question sur nos méthodes et le fonctionnement. Pour l'année prochaine, on organise aussi, maintenant, il va y avoir, comme le référent PSC1 ou le référent sanitaire, on va avoir un référent VHSS dans chaque ACM. Qui sera plus précisément formé. C'est difficile pour nous de former tout le monde aussi d'un coup. On l'a fait une fois, mais en fait, vous avez bien question du recrutement, du turnover, des gens qui arrivent un peu à la DER et DER, etc. Donc l'idée, c'est qu'on fasse monter en compétence au moins un animateur par déclaration de séjour et qui sera, lui, référent VHSS. Et du coup, ça sera lui qui sera formé et en lien avec la direction régionale ou le cordeau, quoi, mon responsable, enfin, avec les permanents, pas la direction de la STEM,
pour les suites à donner en cas d'IP et en cas d'animation de ces problématiques sur les VHSS. Voilà, je peux en parler des heures aussi, mais je pense que j'avais vu une main qui se levait, mais du coup, si ça vous va, moi, on peut en échanger, discuter sur les effets, sur ce qui est mis en place, et nous, comment on continue cette simulation, si vous le souhaitez. Donc, voilà un peu le premier élément de contexte, nous, VHSS, en Centre-Val de Loire, de l'enquête à un comité régional, à de l'action concrète dans nos séjours. Je ne le cache pas, enfin, j'arrête là après, mais c'est un truc et en partage et en échange ensemble, mais je crois qu'il y a un enjeu, c'est avec les collectivités. Et l'enjeu, c'est comment on accompagne, nous, associations d'éducation populaire, dans le cadre des PEDT aussi, et dans notre structuration de formation, etc., comment on va au plus près des agents des collectivités, des responsables jeunesse qui ont une forte envie d'y aller et de se former, mais que leur structuration est tellement aussi organisée, complexe, etc., je remplace pas, etc., les contrats, qu'il y a une question très technique, technico-pratique pour mettre en place ce genre de temps et de formation qui aujourd'hui, on n'a pas trouvé vraiment tous les leviers en région centre. Et on reste avec beaucoup d'agents de collectivités dans les ACM qui passent à côté de ce réseau, de cette animation, qui ne reçoit pas les mails, qui ne reçoit pas les infos. Enfin, on pourrait mettre en place la formation, mais ils ne sont même pas au courant que ça existe. Enfin, voilà. Et ça, c'est compliqué encore chez nous, le lien avec les collectivités. Ouais, ça Top. vous va? Je peux, enfin, à vos questions, on échange ensemble. Ouais, merci Antoine. Bah, Super. le temps d'échange est ouvert, donc n'hésitez pas à lever vos mains et intervenir. Et donc, Ouais, je vois que Yazid a levé la main, un plaisir. et puis Florence. Ah, on vous entend pas par contre, Yazid. Non, ça ne marche pas. Petit Ouais. problème de micro. Bon, Ah, désolé. Si, c'est bon, c'est bon. Ça marche? Ok, Oui, ça marche. désolé. Donc, voilà, je voulais saluer déjà voilà, l'action et en tout cas l'initiative que vous avez fait dans votre région. Donc, moi, je suis à Dregès PACA, comme vous pouvez le lire, et j'ai été très attentif à ces questions, et notamment, moi, c'est plutôt côté formation. Donc, moi, je suis au pôle certification et formation, donc dans le cadre de la réforme des diplômes actuels. Donc, cette question de plus en plus prégnante de la dimension éducative citoyenne dont font partie les VHSS, donc revient, je dirais, de manière plus, voilà, plus prégnante et plus importante dans notamment les rubans pédagogiques. Donc nous, on avait fait un travail également auprès des coordinateurs pédagogiques d'OF Mhm. pour vraiment insister sur ces questions-là. Mais il est vrai qu'on est aussi au début de plein de choses, parce que on est en train de quelque part de tirer des fils. Maintenant, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, eh ben, justement, vous avez choisi la porte d'entrée des ACM, donc des mineurs. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, quelle que soit la porte d'entrée qu'on choisit, eh ben, il y a beaucoup plus de choses dont il va falloir tenir compte ensuite. Et tu l'as un peu abordé, je me permets de te tutoyer. Pas de problème. Tu l'as abordé à la fin. Donc après, il y a l'histoire du volume dédié. C'est-à-dire que même si demain on nomme des référents, après c'est de savoir comment on leur permet justement de devenir pleinement référents ou référentes de ces questions-là. Il y a Mhm. la procédure, il y a tout ce que tu as dit, qui était voilà, très juste et Mhm. très bien expliqué. Mhm. Après, c'est souvent, enfin, voilà, de ce qu'on constate, c'est souvent qu'après les équipes, soit elles n'ont pas le temps, soit il y a l'actualité ou les. Parce que on est d'accord que on a parlé d'informations préoccupantes, mais pour ceux et celles qui connaissent le principe ensuite, quand il y a la procédure administrative, il y a tout ce qui suit, ça devient voilà, énergivore. Enfin, ça peut devenir énergivore. Et pour revenir sur ce que tu disais, ben, les équipes, il y a certaines qui restent, enfin permanents, Mhm. d'autres qui bougent. Et la complexité, c'est quand on a des équipes qui vont travailler dans un ACM et qui en fait viennent de partout. Quelquefois, quand je dis partout, c'est au-delà de la région. Mhm. Et donc, je sais que c'est voilà, c'est un vrai sujet et ça demande une mobilisation de tous. Et Mhm. après, de faire des choix dans les volumes horaires qu'on consacre et qu'on propose Mhm. en fonction voilà, des capacités des uns et des autres. Mhm. Merci. Moi, ce que je propose, c'est qu'on laisse la main à Florence, puis après, on peut échanger, enfin, continuer à dialoguer là-dessus. Et Florence, ouais, je te laisse, je vous laisse, je sais pas. Enfin, ouais.
La Oui, parole. merci Antoine. En plus, il y a marqué Florence de Bazin. On dirait que je suis une comtesse. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait classe. Mais Ça fait classe, mais tu c'est pas moi. tu Je suis l'es, voyons. désolée, c'est quelqu'un d'autre. Tu l'es. Donc, du coup, moi, je voulais revenir sur plusieurs trucs. Alors, par rapport à ce que tu dis, Yazid, j'ai envie de te répondre. En fait, c'est le problème du pognon, hein, parce que c'est le nerf de la guerre. On nous a Oui, demandé mais pas que. d'avoir des référents handicap, d'avoir des référents sociaux. Bon, je parle au niveau de la formation, de la région, etc. On a des référents numériques, on a des référents environnement, développement durable. Là, maintenant, sur le harcèlement, sur les VSS. Et tout ça, c'est bien entendu super important, super intéressant. Sauf que ça ne vient qu'ajouter en fait des tâches et à quel moment notre modèle économique va nous permettre en fait d'avoir des postes et où on aura peut-être là un peu plus de facilité justement à faire dans la continuité. Ça, c'était ma première réflexion. Je suis moi-même référente numérique et pour vous dire, je suis la plus nulle en numérique que vous puissiez rencontrer et j'aide pas grand monde à ce sujet. Euh, Ensuite, je voulais poser la question, Antoine, parce que je suis arrivée en retard, je m'en excuse. Et en plus, j'avais un problème de connexion, donc ça ne s'arrangeait pas. Je voulais savoir si le document que tu as présenté, Calimeo, là, c'était quelque chose qu'on pouvait récupérer ou si tu l'avais peut-être mis en lien au départ, Ouais. avant que j'arrive, et donc du coup, je ne l'ai pas. Ah oui, ok. Je suis désolée. Et la troisième chose dont je voulais parler de ce que j'ai vécu hier, puisque hier, on avait une grosse journée au CREPS de Aix et à la faculté sur les VSS et avec la présence de la secrétaire générale de la MIPROF. C'était vraiment très intéressant, hein. Il y avait des magistrats, il y avait vraiment tout un tas de personnes qui se sont déplacées. C'était vraiment très axé dans le monde du sport. C'est peut-être ce qui nous a manqué un petit peu à nous formateurs en fait des métiers de l'animation où on avait du mal à se raccrocher ou alors il y avait des interventions sur des choses que nous on maîtrisait, enfin on maîtrisait, ça fait un peu les gens qui se la jouent, mais qu'on maîtrisait déjà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'outils qui existent. Nous, on va récupérer des outils là que nous ont proposés différents organismes et personnes sur la VSS. Mais en même temps, je suis en train de perdre le fil de ma pensée. Donc, en tout cas, c'était très intéressant. Je voulais en parler parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de manifestations. Ah oui, c'est ça. En fait, il parlait tout à l'heure sur la formation. Antoine, tu disais, mais il va falloir former les personnels et dans les collectivités. Ben là, hier, c'est vrai qu'il y a tous les cadres d'État, il y a les associations d'EduPop, mais les collectivités ne sont pas là, elles ne sont pas invitées. En revanche, on a vu que par rapport, quand il y a eu les formations sur VRL, il y a eu des formations qui ont été faites et les cadres, les collectivités se sont emparées de ces formations et l'ont fait passer à leur personnel. Et là, hier, ils avaient l'air de dire que la même formation allait exister sur les VSS. Donc, des gens qui vont être formés, qui vont pouvoir ensuite diffuser de façon un peu plus officielle avec des outils officiels cette formation. Voilà, c'est un peu Mm. l'information que j'ai comprise. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Et après, on nous a parlé aussi de faire des formations de 2 jours en BAFA sur les VSS. Et là, on était un petit peu avec les cheveux droits sur la tête en se disant, mais comment ça va rentrer dans notre BAFA? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des tuyaux là-dessus ou a compris quelque chose. Je suis preneur parce que nous, on est rentrés, on était Mm. un peu stressés de toutes ces infos qui arrivaient et du temps qui nous manquait Mm. et des gens du personnel en fait qui nous manquait à ce sujet. Mm. Voilà, excusez-moi, j'arrête de parler. Aussi. Moi, je veux bien. Ah bah vas-y, Yazid, si tu as envie de rebondir, je te laisse le. Après, justement, je suis entièrement d'accord avec Florence parce que c'est vraiment là, hein, comme tu l'as dit, hein, très justement. On avait tendance, et malheureusement, hein, c'est une réalité, comme tu dis, à faire quelquefois des temps forts où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais après, si tu n'as pas, voilà, comme tu disais, le nerf de la guerre financier, si tu n'as pas les équipes pour, on y a- on- j'ai envie de dire, on y a cru récemment quand il y a eu les postes d'IJ dédiés au VSS. Mais c'est vrai que ça a duré là de 2 ans et là, boum, tout s'est arrêté. Donc on sait vraiment que nous, l'État, on a aussi un travail à faire, tu vois, et par rapport à ce que tu disais très justement. C'est-à-dire que
je pense que là-dessus, on n'a peut-être pas toujours été bon, parce que même si on lance des choses, comme tu dis très justement, après, il faut les mettre en place. Et je suis d'accord dans ce que tu dis par rapport aux 2 jours au BAFA, bah oui, quand on connaît ce qu'il y a déjà à transmettre et à proposer, ben oui, on va pas charger entre guillemets la mule, mais euh, moi j'ai envie, enfin, en tout cas ma volonté c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que il y a, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'à un moment donné, stop, il faut qu'on fasse tous un pas de côté et qu'on se dise, voilà, attendez, voilà, moi je peux pas, moi j'ai ça, moi j'ai pas ça, Mm. d'autres pourront le faire et d'autres moins. Et la Mm. place des collectivités, je te rejoins, est très très importante. Et il y avait ce phénomène de mode avec les VRL qui a fonctionné, mais pour moi aujourd'hui, toutes ces choses-là doivent être revues en fait, Mm. même ce qui fonctionnait. En tout cas, Voilà. nous, moi, Je- je- je me permets de rebondir sur un élément, enfin un ou deux, mais je te donne l'exemple, nous, le référent VHSS dans les accueils collectifs de mineurs, c'est comme c'est comme on cherche, comme aussi on cherchait un SB, comme on cherche un PSC1, etc. Et en fait, nous, ça ne coûte pas plus cher. Par contre, ça symbolise bien qu'il y a un référent. Et ça, c'est des symboles. Enfin, il y a des choses qui ne coûtent pas, mais qui sont des volontés un peu plus de structuration. Mais comme quand tu cherches un SB quand tu vas à la mer, c'est galère de le trouver, en fait. Comme tu cherches ton PS1 pour ton référent sanitaire. Bah, nous, maintenant, on se galère, on s'est remis une consigne en plus, on cherche un référent VHSS. Par contre, on ne lui demande pas de diplôme spécifique, mais moi, nous, on pousse, par exemple, en région centre pour dire, bah, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas que pour le référent VHSS, dans les accueils collectifs mineurs, il faut au moins qu'il ait suivi le webinaire qu'on co-anime au niveau régional. Tu vois, et du coup, qui passe par ce webinaire-là. Bon, après, est-ce qu'on le recrute quand on le fait passer par la suite, tu vois, ouais. Donc, on veut même des fois se recréer un peu des critères. Mais ça coûte pas plus cher, tu vois. Et ça, pour nous, c'est essentiel, à notre sens. Voilà. Et un autre truc aussi, il y a une autre branche sur laquelle on va, et où il y a du modèle économique, mais c'est de développer aussi des ACT, des actions collectives de territoire, et de passer par les OPCO de nos structures. Et en fait, on voit bien que là-dessus, je vois parce qu'en fait, par exemple, il y a les VHSS, et du coup, il y avait par exemple des webinaires développés par Exopé, etc. Et en fait, on voit bien que quelles sont notre capacité à organiser de la formation spécifique pour des acteurs au niveau local spécifique, mais sur lesquels, en fait, bah, ni la DRAGES, ni la SDGS locale, etc., a des moyens pour payer tout le monde. Mais utilisons notre OPCO. On est Calliope. Nous, par exemple, la Ligue d'enseignement, on est passé par la Ligue d'enseignement 28, qui est Calliope. On a mis en place une formation à une ACT. Et cette ACT, en fait, elle était plutôt régionale. Et du coup, l'ensemble des personnes qui étaient inscrites et conformées, en fait, on est passé par l'OPCO. Et donc, ça a été financé. Et là-dessus, en fait, et c'était soutenu par la DRAGES, ça veut dire qu'on a fait le dossier de l'ACT, de l'action collective de territoire, avec le tampon de la DRAGES avec nous. C'est là où la DRAGES aussi n'est pas qu'un soutien financier où on a besoin de thunes, c'est aussi le soutien, j'ai envie de dire, la légitimité du coup de tampon que l'État nous suit là-dessus, quoi. Et ça, on a besoin de ça aussi. Et en région centre, en tout cas, ça a été plutôt bien amené et ça a plutôt bien fonctionné. Bon, bah, par contre, forcément, il faut dégager une journée aux animateurs via leur OPCO. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de ton ALSH pendant qu'ils sont en formation aussi? Et ça, c'est aussi une autre question. Et ça, c'est important parce que les collectivités, c'est leur premier truc. Moi, je veux bien te l'envoyer en formation, mais qui gère les jeunes? Enfin, qui gère les jeunes en direct? Ça, c'était un truc. Mais du coup, on a fait une ACT et c'était un samedi. Et du coup, on a demandé à ce que les employeurs, du coup, payent et permettent aux personnes de venir un samedi en formation, etc. Voilà, on a eu 50 personnes à la formation. Trop bien. Bon, bah, je crois qu'on est loin de former tous les animateurs là-dessus. Mais bon, c'est un truc. Et là, on a bien. Et l'enquête nous ressort aussi quelque chose que quand on met les VHSS dans le programme de formation continue, et ben en fait, c'est tellement engrangé dans quelque chose de global, etc. En fait, les personnes ne ressortent pas avec des éléments très pratico-pratiques, de procédure, etc. Et on voit bien que c'est la formation complémentaire sur une journée, 2 jours, à côté, dans le cadre du parcours du salarié, qui fonctionne le mieux, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on en parle dans la formation BAFA, dans la formation CQP, etc. Mais on voit bien que c'est ce qui a plus le marqué les gens, etc., dans la pratique, parce qu'il y avait une question du est-ce qu'on vous en a parlé dans votre formation? Bah, du coup, on avait plutôt une réponse que la majorité des personnes n'avaient même pas retenu quand on en a parlé dans leur formation initiale. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément l'enjeu et bien la répétition. Il faut en parler en formation initiale. Et il faut remettre aussi des temps dans le parcours des professionnels, pas des piqûres, mais des grosses piqûres de rappel sur c'est quoi les VHSS, etc. Et j'ai presque envie de dire, nous, on s'est mis un enjeu
forcément, la question de la définition des violences, c'est un enjeu dans nos formations. Mais en fait, il faut davantage aller sur pratico-pratique. Comment j'identifie, comment j'agis. Et il y avait aussi une grande notion aussi qui nous avait aussi frappé, la question de la responsabilité aussi. Si je fais une IP, moi, ce que j'ai une crainte, c'est que les parents soient au courant, que ce soit moi qui l'ai déclaré, que j'en sois responsable moi tout seul, à titre individuel. Et il y a eu aussi besoin de désacraliser l'aspect individuel de la déclaration. Et de leur dire, si tu le fais au nom de ta structure, au nom des CMA, au nom de Léo Lagrange, au nom de la Ligue, quoi. Et nous, on te soutiendra derrière. Parce qu'en fait, une IP, c'est quand même individuel, hein. Et c'est la personne, qu'elle soit après employée ou pas, ça veut dire que c'est elle qui est rappelée aussi, hein. Et ça, il y avait aussi un besoin de rappeler que si tu le fais, le directeur, tu vois, moi, à la Ligue, moi, je serai là derrière, t'inquiète pas, et je te suivrai, et je serai là. Et ça a dédouané aussi des choses là. Et si tu le dis pas, et si tu le formalises pas, on voit bien qu'il y a des gens qui sont pas prêts à aller à la déclaration à l'IP aussi, quoi. Et ça, c'était un enjeu de nos formations. Ouais, ce que je veux dire, Florence, tu vois, par exemple, sur la question du BAFA, nous, les organismes d'OF en BAFA, nous, on s'est aussi un peu mis d'accord qu'en fait, on faisait un module de 3 heures dans notre formation et on n'en fait pas plus. Qu'est-ce qu'on attend aussi et comment on remet le cadre dans les formations BAFA? En face, c'est bien de l'animation volontaire. Ça doit pas être, c'est pas un diplôme, quoi. C'est un brevet, quoi. Par contre, en BP, on muscle le truc. En BPGEPS, tu sors pas du BPGEPS sans qu'on ait un peu validé, même que tu aies construit un projet autour des VHSS et comment tu vois ce que je veux dire? Mais ça, on a mis 2 ans à se mettre d'accord là-dessus. Enfin, parce qu'il y a ce comité régional et parce que la DRAGES est derrière pour soutenir l'animation de ce comité régional. Pour dire aussi, il y a une réussite qui est bien et je pense qu'il ne faut pas mettre de côté nos conseils régionaux. Et le conseil régional, par exemple, nous, on a une élue aux égalités. On a une vice-présidence à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Et le fait qu'on ait invité l'élu, la vice-présidente du conseil régional, dans le comité régional porté par la DRAGES dans les ACM, ça a rajouté un truc important, c'est les collectivités. Et en fait, que la DRAGES appelle les collectivités dans le cadre des ACM, ça ne marche pas tout le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yazid, mais des fois, c'est quand même le côté, en fait, même si il y a le logo de l'État, même si c'est l'agrément jeunesse et sport, etc., Oui, les je suis d'accord. collectivités ne sont pas tout le temps au rendez-vous. Par contre, qu'il y ait le conseil régional, qu'il y ait la collectivité régionale, plus la DRAGES, etc. Et en fait, là, ça commence à structurer un peu le truc. Et tout d'un coup, on a des élus qui viennent, des collectivités, et on a des responsables jeunesse qui viennent. On n'a toujours pas nos animateurs, animatrices, parce qu'ils sont sur le terrain. Par contre, on voit bien que les responsables des collectivités commencent à se déplacer quand on a un peu ces tampons-là. Enfin voilà, pour un peu apporter des éléments de réponse, etc. Tu Moi, il faut le parlais dire, nous, aussi on a encore un IJ VHSS à la DRAGES. Et il y a un truc que la DRAGES en 103 de a réussi, c'est qu'il ne soit pas que sport. Il est sport et ACM. Et ça, c'est une vraie réussite aussi, en tout cas pour les collègues de la DRAGES en région centre. Voilà. Vas-y, vas-y. Après, c'est vrai qu'elle a raison, Florence, hein. Il y a une tendance parfois à aller que côté sport. Et moi, je l'ai vu à travers les rencontres qu'on a fait récemment. On a fait ce choix-là transversal, mais c'est pas évident. Et je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. Tu avais parlé aussi de la porte d'entrée du PEDT. Est-ce que vous l'avez un peu expérimenté ou pas? Ouais, on l'a. Alors, du coup, nous, on a encore, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, la charte qualité. Je ne sais pas si vous l'avez encore ou pas. Ouais, nous, Oui, c'est oui. le vrai bon outil. En tout cas, nous, la charte qualité, elle est maintenue principalement qu'en Indre-et-Loire, malheureusement. Ce qui nous donne une vraie porte d'entrée où la charte qualité, c'est l'outil pour la SDGS pour mobiliser des associations d'éducation populaire à l'accompagnement de la mise en place d'un PEDT. Sans la charte qualité, sur les autres territoires, en fait, ils font un peu comme ils veulent, quoi. Donc, en Et est-ce que Indre-et-Loire, les, ouais. ouais, en Et est-ce que Indre-et-Loire, les il y a collectivités, justement, se réagissent mieux ou réagissent plus? bah, en tout cas, grâce à cet outil de la charte qualité qui met le coup de tampon, en gros, la SDGS vient et missionne des actions d'éducation populaire et du coup, il y a un financement pour la collectivité et un financement pour nous, enfin pour les assos. Ça structure vachement bien. Et là, on a pu réussir, dans le cadre du PEDT, du coup, de la ville de Tours et de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, du coup, en Indre-et-Loire, réintégrer les VHSS et mettre un plan de formation en lien avec le comité régional. Donc ça s'est connecté et c'est top. Mais pourquoi ça s'est connecté? Je te le dis en mille. Qui pilote le PEDT? C'est la Ligue et c'est les CMA. Oui. Qui était au niveau régional pour piloter la dynamique VHSS? Tu vois bien qui était là. Donc, en fait, c'est là où ça marche et ça connecte. Par contre, là, j'ai que 2 exemples de 2 PEDT de 2 villes et dans le même territoire.
Et c'est là où, en fait, je crois qu'on n'est pas assez structuré, structurant à des endroits, c'est qu'en fait, il y a plein de dynamiques de PDT dans lesquelles je pense qu'on passe complètement à côté. Et oui, moi, j'étais dans le Grand Est avant, donc c'est pour ça que Mm. je compare un peu. Et il est vrai que selon les endroits, on ne mesure pas que l'instance du PEDT peut être un lieu très, justement, très favorisant. Complètement. Tom, du coup, ouais. Oui, bonjour à tous et toutes. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens je vais le prendre, j'espère que ce sera pas trop le bazar, mais tout à l'heure, dans ta présentation, au début, tu parlais de ce qui est ressorti sur les stéréotypes Mm. de genre. Et moi, il me semble, en tout cas pour le BAFA, et même plus largement, que c'est une entrée qui est importante et qu'il ne faut pas négliger, dans le sens où la question des informations préoccupantes, comme tu l'as dit pour le BAFA, en tout cas, je ne sais pas si c'est le lieu. Je pense que c'est important que tous les stagiaires soient informés que ça existe déjà et qu'ils aient une bribe d'idée de comment ça fonctionne. Mais déjà, ils sont stagiaires BAFA, ils ne seront pas tout seuls sur le terrain. Je pense que c'est plus important de former les directions de centre ou les équipes permanentes à ce sujet. Et surtout, les informations préoccupantes, c'est plus large que les VHSS. Ça ne touche pas que cette question-là. Et sur notre rôle éducatif vis-à-vis d'une éducation non sexiste, je trouve que c'est beaucoup plus important, enfin pas beaucoup plus important, on ne va pas le mettre en équivalence, ça n'aurait pas de sens, mais c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. On a vécu il y a peu, on a mis en place une formation de formateurs à la Ligue d'enseignement avec la LENA Nouvelle-Aquitaine sur cette thématique-là qu'on a construite avec le planning familial de Haute-Vienne. Et entre l'arrivée en formation de personnes qui venaient chercher des infos sur comment je réagis en cas de violence sexuelle, en fait, finalement, et tu l'as dit tout à l'heure, la réaction, même si on n'a pas la procédure dans les détails, on la trouve facilement quand on s'en rend compte. Ce qui est important, ce que tu disais, c'est de savoir la repérer. Mais par contre, ce qui a beaucoup questionné les équipes aussi, c'était leur propre posture, en fait. C'est de se questionner sur comment nous, on va perpétuer dans notre action quotidienne des stéréotypes de genre ou des cultures, la culture du viol, ce genre de choses. Et ça, on ne le voit pas. Ça, je pense que ça peut nous surprendre aussi, ça peut surprendre nos équipes et que travailler là-dessus, j'avais envie de le souligner parce que je trouve que la conversation part beaucoup sur le sujet des informations préoccupantes, ce qui est normal que ça nous préoccupe, mais néanmoins, je trouve que cette action-là, elle va parler aux équipes et si je refais le lien avec le BAFA, parce que moi, c'est une des choses dont je m'occupe sur mon territoire, la question de faire réfléchir les animes, mais de la même manière que pour la laïcité, les faire réfléchir sur une analyse de comment on a mené un jeu, une analyse de comment on fait sur le terrain, une analyse de stage pratique sur nos postures et la manière de penser une éducation qui soit non sexiste, va leur parler beaucoup plus qu'une procédure sur comment faire une information préoccupante. Où là, on va être sur une information plutôt administrative, donc ils ne retiendront, à mon avis, pas grand-chose. Voilà. Ouais, je te remercie, Tom. En tout cas, nous, on a vu que dans nos cadres de formation, rentrer par le côté pratico-pratique du comment faire une information préoccupante, on allait du coup découler de ce qu'était une violence sexiste, ce qu'était une violence sexuelle, et du coup, l'enquête nous a bien ressorti que c'était ça l'urgence, tu vois, suite à cette enquête-là. Et que l'entrée, lutter contre les discriminations de genre, de stéréotypes de genre qui emmènent des violences, etc., cette entrée n'était pas assez pratico-pratique. On rentrait pas assez dans le vif du sujet tout de suite, tu vois. Ça veut dire qu'il faut bien que dans nos formations BAFA, on rentre dans ces trucs du comment lutter et favoriser le vivre ensemble, par conséquent, lutter contre les discriminations, etc. Et ça, je crois que c'est un sujet important pour éviter ces violences. Et je ne sais pas aujourd'hui, dans le BAFA, si on allait jusqu'à faire une IP, en fait. Moi, par exemple, avant, dans les formations BAFA en région centre, à la Ligue, on ne parlait pas d'IP, de pratico-pratique. En fait, on parlait bien sûr de lutter contre ces dynamiques-là et comment favoriser le vivre ensemble à travers ces luttes, mais ça restait sur le principe éducatif et les méthodes et les pratiques éducatives en lien avec l'éduc-pop.
Mais on allait, en tout cas, moi avant, on n'allait juste pas jusqu'à votre responsabilité si on fait pour faire une IP, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, on va au bout du bout, quoi. Et même presque, on prend l'inverse. On fait comment faire une IP, pourquoi faire une IP, comment identifier du coup ces violences-là, et par conséquent favoriser le vivre ensemble pour les éviter. Et comment je fais aussi après pour les éviter de faire une IP, quoi. Parce que l'enjeu, c'est ça. Mais quand tu as un môme qui vient te dire qu'en fait, c'est pas toi, enfin, l'IP, enfin, la violence, elle n'est pas sur le centre, mais il subit des violences chez lui, et par conséquent, toi, tu es une porte ouverte et t'es un adulte référent qui lui permet d'ouvrir le dialogue et qui se sent en confiance pour te dire qu'il subit des violences chez lui, euh, enfin, waouh, ça te prend dans les tripes, quoi. Et du coup, bah oui, tu fais un atelier ou un escape game sur lutter contre les stéréotypes et le jeu te permet de lutter contre les stéréotypes de genre, dire ça c'est un garçon ou une fille, nanan, et en fait, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille. Enfin, voilà, tu vois tout ce que je veux dire. Bah, ton escape game, forcément, il t'amène des valeurs éducatives et pédagogiques à travers le jeu, donc le ludique. Par contre, s'il te dit que papa, il me touche le soir, bah, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et je crois qu'on en était là, nous. L'absence de réponse quand on a une information aussi dure à entendre. Donc c'est complémentaire, c'est ça que je veux dire. Pardon. Sans remettre en Oui, question ce que tu c'était pas dis. mon propos. Je suis pas sûr qu'un escape game dans ces cas-là soit là. Mais je sais qu'on aime beaucoup à la Ligue le ludique et passer par le jeu pour faire passer des idées. Mm. Moi, de mon point de vue, quand l'humain il joue d'abord. Après, ce qu'il retient, on ne maîtrise pas forcément. Mais voilà, c'est un autre débat. Top. Joao? Euh, oui, je vais aller dans le sens un peu de Tom et de toi, Antoine. Mais je pense c'est pas l'un ou l'autre, il faut faire les deux. Certes, l'urgence, c'est les situations les plus graves qu'il faut pouvoir identifier et accompagner et traiter. Mais ça, c'est la cause, en fait. Enfin, pardon, ça, c'est la conséquence. Mais il faut aussi travailler sur les causes, qui est une sorte de culture, je sais pas comment l'appeler autrement. Et si on travaille sur cette question de la culture, ce qui est acceptable, ce qui est pas acceptable, ce qui est un peu acceptable, qu'on tolère, ça crée une sorte de substrat sur lequel peuvent venir se développer des choses plus graves. Et donc, il faut vraiment, il me semble, travailler sur les deux choses, cette culture de la non-violence, l'éducation non sexiste, et aussi s'occuper des situations qui sont là, qui sont nombreuses. On le voit depuis un moment, on le voit tous les jours. Il y a quelqu'un dans le chat qui a évoqué ce qui se passe à Paris. Libération a fait sa une lundi sur cette question avec un reportage qui allait bien au-delà de la ville de Paris et qui montrait que euh, dans le périscolaire, parce que c'était ça le cœur du reportage, euh, en zone urbaine, en zone rurale, dans les associations, dans les collectivités, oui, ça existe, des actes de violence, pas que sexistes et sexuels, mais aussi. Donc, il faut que tout le monde accepte que c'est là, que pendant trop longtemps, on n'a pas su, on n'a pas pu, on n'a pas voulu le voir et le traiter, mais il faut vraiment y aller, les pouvoirs publics comme les associations, et qu'il faut agir sur les deux bouts. Traiter les situations qui sont là et travailler vraiment sur la prévention. Et ce que disait Tom va plutôt dans ce sens de la prévention. Merci, Jouan. Le, vas-y, Yazid. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a demandé la parole avant moi, peut-être, ou pas. Non, non, c'est bon, vas-y. C'est bon. Pour rejoindre ce que disait Tom également, c'est vrai que la posture est très importante et c'est ce qui revient souvent. En tout cas, les organismes de formation nous le font remonter et leurs équipes et les stagiaires, donc les futurs professionnels notamment, pas que dans l'animation volontaire, voilà, ont besoin soit d'outils ou de ressources. Mais il est vrai que si je reprends un peu la journée qu'on avait fait là, à laquelle Florence a participé
récemment sur les compétences psychosociales avec le partenaire Conopé. C'est vrai qu'on s'est rendu compte quelquefois, quand on mettait, justement, quand on parle de la parité ou de la mixité de nos métiers, aussi bien dans l'animation pro que dans les sports pro, on ne se rend pas toujours compte, quelquefois, on montre du doigt et en fait, c'est contre-productif. Et il est vrai que dans la posture, comme le sous-entend, enfin, de ce que j'ai compris dans l'intervention de Tom, c'est que voilà, déjà que les professionnels puissent en parler et dire que c'est possible et que ça existe et qu'on peut, voilà, on peut lutter contre, c'est déjà un premier pas. Et d'expérience, je sais que dans les tristes affaires que j'ai pu accompagner quand j'étais en charge des accueils collectifs de mineurs en services départementaux, le, voilà, il faut aussi que les personnes apprennent à s'intéresser aux autres. Et ça, c'est aussi souvent ce qu'on peut oublier quand on a des professionnels. Après, je dis pas que c'est simple, hein, bien sûr. En tout cas, on touche un sujet quand même assez complexe. Et nous, quand on a lancé avant cette étude-là, on ne savait pas par quel bout commencer, hein, sincèrement, au vu de la complexité, de la multitude des dynamiques. L'étude nous a quand même permis de prendre un bout par un terrain, par un sujet précis. Et du coup, forcément, ça découle le truc, quoi. Je crois qu'il n'y a rien de mieux de se lancer par un diagnostic, mais un diagnostic comporté commun avec différents acteurs, aussi bien institutionnels que les acteurs de l'éducation populaire, etc., pour un peu se redonner une feuille de route. Voilà. Sinon, franchement, nous, on était face à un mur immense. On fait quoi? Comment on agit? On est démunis. En plus, on n'a pas de moyens. En plus, même l'État nous dit qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc, on fait quoi, en fait? Vraiment, voilà. Bon, moi, je leur dis, la Dragès a mis 5 000 € pour financer l'étude, et aujourd'hui, la Dragès met 5 000 € pour les 3 piliers. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'est largement un pied pour lancer la dynamique et pour légitimer le travail que l'on porte. Et je ne dis pas que ça transformera les choses, surtout pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience des professionnels pour dire qu'il est urgent d'agir, et au moins, on a un cap pour savoir où commencer à agir. Voilà. Par contre, voilà, moi je l'appelle, hein, il y a des collègues, le planning familial, en tout cas chez nous, est l'acteur central compétent pour intervenir. Chez nous, c'est le planning. Le CDFF aussi est assez complémentaire dans l'intervention, mais moins sur les ACM, plutôt sur la compréhension de ce que sont les violences, dans la définition des violences sexistes et sexuelles, etc. Le planning, en tout cas, est beaucoup plus pratico-pratique dans comment on peut faire pour lutter contre dans un ACM, donc des outils d'animation donnés aux animateurs. Et forcément, on fait le lien sur les questions des procédures administratives, etc. Ça, c'est la Dragès qui a pris le relais pour la question de la procédure, quoi, et qui a fait l'outil, le webinaire sur le côté administratif, quoi, procédure, etc. Et en fait, à tous les trois, bim, quoi, il y a l'outillage qui est là, quoi. Je dis pas que ça révolutionne. Je dis qu'au moins on est conscient et qu'il y a des outils. Et maintenant, on peut répondre. Demain, j'ai une collectivité où j'ai un animateur qui me dit, moi, je ne sais pas quoi faire, comment. Au moins, j'ai un réseau vers qui le renvoyer aussi. Alors qu'il y a 2 ans, franchement, chaque réseau aurait pu avoir une réponse différente en région centre. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas de mettre ça sous le tapis, c'est bien de savoir que ça existe, hein. Il y a bien, enfin, c'est pas que dans le cinéma, quoi. Dans les accueils collectifs de mineurs, ça existe. C'est là. Et moi, il y a un autre sujet sur lequel on n'était pas prêt et qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément apporté de réponse. Mais c'est pour les entre professionnels, quoi. Pour les enfants et dans les ACM, au niveau des enfants, former les animateurs, etc., on est prêt. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on n'a pas mis en place de formation pour les directeurs ou directrices ou pour les responsables pour dire dans vos équipes, si dans les équipes des ACM, s'il y a des violences, comment agir, etc. Ça, ça, on l'a pris un peu pleine face. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Enfin, j'ai pas apporté de réponse, à part envoyer vers l'employeur. Franchement, pas de réponse. Donc, on s'est concentré aujourd'hui sur les problématiques autour des enfants. Et voilà. Donc, ça va être peut-être le sujet l'année prochaine de dire comment on monte aussi quelque chose exprès pour les employeurs. Mais je vois qu'il y a Exopé aussi sur la visio. Donc, ça peut être aussi un truc en commun, quoi, avec Éclat, Exopé et tout. Enfin, ouais. De se dire, en fait, comment on accompagne les employeurs dans ces procédures quand c'est entre salariés aussi, quoi. Voilà. Tout à fait. Tom, peut-être une dernière intervention, puis justement, après, on donnera la parole à Anne. Sur la question des salariés, le planning peut être une ressource aussi. Elles sont compétentes sur ces questions-là de toute façon. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut axer aussi sur la formation de nos équipes, sur la réflexion sur notre propre pratique, pour aussi visualiser que ces questions-là, elles sont
elles sont inscrites dans la société, on les porte tous et toutes. Et c'est pas uniquement, ça ne concerne pas uniquement que la protection des enfants, ou en tout cas l'incidence sur les enfants, c'est un peu ce que disait Joao tout à l'heure, c'est une conséquence de ces fonctionnements sociaux. Ok, ben, en tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette présentation et ce témoignage inspirant et puis très, très pratique, quoi. Merci beaucoup. Affaire à suivre, hein. C'est pas, c'est que ce n'est que le début, mais bravo de l'avoir fait. Et puis merci encore pour ta dispo. Et puis on va maintenant laisser la parole à Anne Persine d'Exopé, justement, qui va nous parler d'un outil que Exopé a développé avec Egae et qui vont pas tarder à mettre à la disposition de tout le monde, et donc y compris nous. Mais voilà, Anne, je te laisse la parole. Tout d'abord, Antoine, j'ai bien entendu la passerelle qui a été faite, que tu viens juste de lancer. Et d'ailleurs, Marie Prudhomme nous a invités à participer à la journée qui est organisée en mai. Donc voilà. Donc les liens sont déjà en train de se tisser. Alors, ravi d'être parmi vous pour vous présenter nos deux formations dédiées à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Merci Julien pour ton invitation et ravi de vous voir Joao et Benoît. On s'est vu récemment pour participer notamment au groupe de travail sur la deuxième formation. Je m'appelle Anne Persine, je suis chargée de mission emploi formation à Exopé. Dans mes missions, j'ai notamment la coordination du certificat d'innovation sociale, ESS, éducation populaire, porté avec le CNAM. Anciennement, il était porté par la Ligue. Il était dans l'école des cadres, il était proposé dans l'école des cadres. J'ai également le secrétariat de la CPNF HLA. Donc, je refais un clin d'œil à Antoine. Je souscris aussi sur certains aspects que tu as pu évoquer de financement. Et je coordonne ce beau projet de formation dédié à la prévention des VSS, sous la direction d'Anne-Claire de Vosges. Alors, comment on en est arrivé là? Alors, tout d'abord, à Exopé, cette question, elle nous mobilise et elle nous tient à cœur. En juillet 2022, avec l'UNAT et JPA, sans doute vous le savez, on a co-construit un guide pratique sur la prise en charge des VSS dans les ACM. Puis, on a signé la charte des organisateurs d'ACM avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le kit Selma est sorti cet été, fruit d'une collaboration entre la JEPVA et la MIPROF, et nous avons pu y participer. Et tout à l'heure, Antoine évoquait un webinaire que nous avons organisé en octobre sur la question des VSS. Alors, pourquoi une nouvelle offre de formation, vous direz? Et en effet, elles sont nombreuses et tant mieux. Et je souscris pleinement à ce que tu as dit tout à l'heure sur la nécessité de la multiplicité pour impacter, pour susciter la prise de conscience et la capacité d'action. Il y a à peu près un peu plus d'une année, deux fédérations adhérentes nous ont sollicité Exopé, les MJC de France et France Nature Environnement. Les MJC de France avec une problématique, celle de former ses salariés, notamment les animateurs techniciens qui ne pouvaient pas forcément se rendre en formation. Vous savez sans doute que la branche éclat, dans le catalogue de formation, il y a deux formations qui sont dédiées au VSS. Une d'une journée sur les fondamentaux et une seconde de 2 journées sur des approfondissements.
Et donc, il y avait cette question, voilà, avec des temps morcelés, des emplois du temps morcelés, avec parfois pas la possibilité de se rendre en formation. Comment ces salariés pourraient-ils se former et s'intéresser à cette question et être sensibilisés euh, sur les VSS. Et également du côté de la FNE, la question de former ces dirigeants bénévoles sur ces différentes dimensions des VSS. Donc, on a un peu réfléchi, on a regardé ce qui se proposait. Je vous dirais que l'idée de l'escape game nous a effleuré et on a partagé un peu le sentiment que tu évoquais tout à l'heure, Tom, de dire est-ce que ça serait vraiment adapté? C'est pas évident déjà de former sur ces questions de VSS, encore davantage une formation à distance. Donc, on était parti en effet sur un escape game, un MOOC, du e-learning par rapport à la problématique que je vous évoquais, des difficultés de pouvoir aller en présentiel en formation. À ce moment-là, la Ligue de l'enseignement nous a rejoints dans ce projet, dans cette réflexion. On a continué à avancer et on a identifié un partenaire possible qui est EGAE. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme, qui était en train, lui aussi, de construire son e-learning et de le mettre en prod, ou de finir sa prod. Et donc EGAE est une organisation qui a une douzaine d'années, qui est spécialiste sur les questions de la lutte contre les discriminations, toute discrimination, sur la lutte contre les VSS, qui a ses activités autour de la formation, du positionnement stratégique et également merci pour Tom pour le lien qui est mis dans la, dans la conversation. Je ne sais Également, pas si c'est le bon. je vais mettre après les liens, notamment pour le catalogue ou pour EGAE ou pour tout ce que j'aurais évoqué, je vais les mettre après. Et j'ai préparé un support pour une fois quand vous réécouterez ou que ceux qui écouteront de nouveau le replay, ben, il y aura un support aussi qui pourra être transmis. Donc, EGAE, je disais, était donc dans ses activités à la fois axées sur la formation, sur les conseils stratégiques de positionnement et sur les enquêtes au sein des organisations. À partir de là, on a conçu ce e-learning. Il y a en fait deux formations qui ont débouché de cette collaboration. Une qui est déjà en ligne, qui est déjà activée actuellement. Une seconde qui est en cours de réalisation. C'est pour ça que j'évoquais au départ un petit clin d'œil auprès de Joanne et Benoît par rapport au groupe de travail. Je vais partager mon écran peut-être, présenter ces formations. Moi, Ram. J'en profite pendant que tu fais ta manipulation. Ouais, vas-y, je t'en prie. Julien, je suis désolée de t'embêter, mais du coup, comme je ne vois pas de conversation, tu pourras nous... Est-ce que ça apparaît dans l'enregistrement après ou dans le compte-rendu? Oui, oui, ça a pas. En fait, dans les chroniques pédagogiques, je mettrai Ah, tous les super. liens qui vont bien. Parfait, super. Merci beaucoup. Je vous ai partagé mon écran, normalement, c'est bon pour vous? Nickel. Ça marche. Voilà. Donc, suite à cette rencontre avec EGAE, deux formations ont vu le jour ou sont en train de voir le jour, hein, puisqu'il y en a une déjà disponible et la seconde qui va l'être. La première qui est dédiée à la prévention des VSS au travail, qui dure 1h30, c'est des formations en auto-formation. Et la seconde qui est dédiée à la prévention dans les ACM, qui est un complément et qui dure 15 minutes.
Sur ces formations, celle qui est principale, et tout à l'heure dans les échanges revenaient ces problématiques, elles sont liées aux relations d'adulte à adulte, de salariés entre salariés, de la direction avec les salariés, et, voilà. Alors que sur la formation complémentaire, ce sont les relations entre encadrants et mineurs. Alors, l'objectif de ces formations, bien entendu, c'est prévenir et lutter contre les VSS en favorisant des comportements professionnels respectueux et responsables. Alors, tout à l'heure, justement, on évoquait le fait qu'il y ait des situations graves, mais également, il y a ce qu'on appelle la banalisation des agissements sexistes, contre lequel, justement, il faut aussi zéro tolérance pour éviter le continuum de la violence. Donc, promouvoir l'égalité et le respect mutuel, éveiller les consciences, notamment quand on évoque les chiffres, quand on donne les chiffres, quand on fait des quiz, notamment sur ces questions-là, on se rend bien compte qu'on est très souvent en deçà de ce qu'on connaît des situations et on estime. Tout à l'heure, vous avez évoqué, l'un d'entre vous avait évoqué les journées que peuvent organiser ou les interventions que peut organiser la MIPROF. La MIPROF a organisé le 20 novembre une grande journée interprofessionnelle où justement il y avait à la fois des dimensions sur le cyber harcèlement, sur la violence faite aux femmes, également sur la présentation du kit Selma. Donc, alors parfois l'orientation, vous l'avez dit tout à l'heure, peut être un peu sport parce que la secrétaire générale qui est Rossana Maraciano c'est l'ancienne ministre des Sports également. Donc, voilà. Donc, éveiller les consciences sur les enjeux liés au VSS et renforcer la culture de prévention. Alors, comment se présentent ces formations quels sont le contenu? On est parti d'un triptyque qui est un classique pour les formations VSS que vous avez vous-même évoqué tout à l'heure. C'est identifier, comprendre et agir. Donc, identifier, être en capacité de pouvoir définir ce que sont les VSS et savoir, voilà, graduellement identifier ce qu'elles sont. C'est pas si évident que ça de faire les différences. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Antoine, par rapport au questionnaire que vous avez pu passer. En effet, les lignes sont pas si évidentes que ça. Et c'est pas du tout et après les sanctions pénales ne sont pas les mêmes et souvent quand c'est des situations mineures, elles sont mésestimées en fait. Justement en se disant mais ce n'est que ça. Oui, mais c'est ça. Et ça, il faut pouvoir le signaler, il faut pouvoir l'identifier et ne pas le laisser passer. Et donc, il y a cette question de identifier, savoir définir ce qu'on sont les VSS, puis comprendre les mécanismes sous-jacents liés au VSS, qu'est-ce que mettent en place les agresseurs. Il y a des stratégies derrière, donc aussi savoir les identifier. C'est ce que met en avant notamment le court-métrage Selma. Euh, en effet, et c'est des stratégies qu'utilise l'agresseur, mais pour inciter Selma à ne pas faire le signalement. Également, les risques, les conséquences psychosociaux qu'engendrent les VSS, que ce soit pour la personne elle-même qui subit cette violence ou ces violences, que ce soit pour son entourage, que ce soit pour l'équipe, que ça soit pour les organisateurs, les organisations, les différents niveaux de conséquences qu'il peut y avoir. Et enfin, la question d'agir, de savoir en effet détecter, prévenir, accueillir la parole, parce que c'est quelque chose de très délicat, très compliqué. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est sur du sensible, hyper sensible.
Donc, il y a des choses qu'il faudrait ne pas pouvoir euh, entendre parfois. Et également, il y a des choses qu'il faudrait savoir comment le dire parfois pour encourager la parole. En tout cas, c'est dans la formation et noter quelques éléments pour dire il faudrait éviter de formuler ainsi parce que justement la personne va se refermer ou va pas pouvoir s'exprimer comme elle devrait. Et enfin, ben, faire un signalement, savoir connaître les procédures. Bien entendu, il y a également tout ce qui est un rappel des obligations des employeurs. Donc là, ça, la présentation que vous voyez à l'écran, c'est la formation Prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail. La formation qui dure 1h30, qui est déjà disponible en ligne sur le portail de Synopé, qui est l'organisme de formation d'Exopé. Pour la seconde formation qui est complémentaire à la première, celle dédiée au VSS dans les ACM d'une quinzaine de minutes. Là, on est en train d'élaborer les 2 modules. Ça va passer à la prod la semaine prochaine. La formation devrait être disponible en mars à avril 2026. Elle comporte elle comporte deux modules, l'une sur les obligations et risques spécifiques dans les ACM et le deuxième, comment agir, prévenir, détecter, accueillir la parole et signaler. Donc, on retrouve ce triptyque que je vous évoquais tout à l'heure, le fait de savoir identifier, après comprendre et puis agir. Alors, c'est pas évident comme je disais tout à l'heure, de faire de la formation sur ces questions, et d'autant plus quand c'est en distanciel, et encore plus quand c'est de l'auto-formation à 100%, quand c'est un e-learning. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est d'arriver à activer, mettre en place une pédagogie interactive et adaptée, notamment par le graphisme. Ça, c'est évident. Également par des méthodes dynamiques qui allient à la fois des quiz, à la fois des situations concrètes, à la fois en différents formats comme des podcasts, comme des capsules vidéo, des visuels différents, des manipulations, des glissés, copiés, etc., qui permettent à la fois d'attirer l'attention, de la capter et de la conserver. Les modalités de contenu sont aussi au rythme de chaque participant. Une fois que le participant, le stagiaire a le lien de connexion, il a 1 mois pour faire le e-learning. Il peut le faire à son rythme. Donc, il y a une forme de flexibilité, d'adaptabilité au rythme de chacun. Les modules se concluent toujours par une évaluation des acquis, et il y a une évaluation finale permettant d'avoir une attestation de réalisation, d'avoir suivi la formation. L'intérêt aussi de ces 2 formations, c'est que lorsque vous les faites, au fur et à mesure, des fiches sont téléchargeables. Et elles peuvent donc constituer un kit ressources que vous pouvez mobiliser par la suite. Il y a notamment une fiche qui fait le point sur l'ensemble du contenu des formations, une autre qui permet d'aller plus loin, une autre sur les obligations légales des employeurs. Je vois qu'il y a une question, je peux peut-être la prendre et revenir après. Alors oui, excuse-moi Anne, c'est Il n'y a une pas de souci. interrogation que je me pose d'un seul coup. Hier, quand on a eu cette grande journée là avec l'ami prof, on nous a annoncé dès le départ que dans la salle, on avait des personnes. Donc nous, c'est des associations qui sont par chez nous, qui doivent être nationales d'ailleurs, notamment Colosse au pied d'argile, et qu'ils étaient là pour accueillir la parole pendant cette journée. Et sur le coup,
Je me suis dit, mais de quoi elle parle? J'ai pas compris en fait. Alors, alors, je suis Sauf pas de que, l'ami prof, mais Colosse au pied d'argile est l'association notamment qui a été choisie dans le sport pour accompagner, en fait. oui, je les connais bien parce qu'en fait, ils Oui. interviennent. Nous, on a des financements au SDJES qui nous permettent de les faire venir dans toutes nos formations en fait. Ce que je comprenais pas, c'était au milieu de cette conférence, à quel moment des gens allaient aller voir quelqu'un pour parler. Et en fait, Ah, quand ça, je tu peux me pas. le redis, là, sur cette formation, c'est l'inquiétude qui me fait Oui, penser j'entends. quand on fait que du distanciel et qu'on est sur ce type de... pardon, excusez-moi, j'étrangle le chat. Euh, et qu'on est justement sur des sujets si délicats, parce que je pense que si on fait le tour de nos amis, on peut imaginer qu'on est quand même 90% à avoir subi à un moment ou à un autre quelque chose, hein, et que du coup, on ne sait pas quelle forme ça a pris, quel impact ça a eu sur nous, et que je me dis que faire cette formation-là sur justement quelque chose à distance où la personne est seule après chez elle et que ça va peut-être éveiller des choses, voilà, ça m'interroge en Oui. fait pour le coup sur le distanciel. Ouais, on a partagé ton questionnement, hein, Florence, et c'est aussi une remarque que les fédérations ont pu envoyer, notamment la Ligue, sur cette problématique d'auto-formation. Alors, déjà, faut bien se dire que tout le process de fabrication est très bienveillant, hein. Je le dis parce que ça va de soi, mais il faut se le dire quand même, en fait, hein, et que ça, justement, il y a des alertes dans l'e-learning pour dire n'hésitez pas à faire des pauses. S'il y a besoin d'échanger avec quelqu'un, voilà, il y a des numéros à contacter. Donc, il n'y a pas un soutien direct par rapport à la question que tu évoquais, mais il y a cette problématique de pouvoir se dire, en effet, ne restez pas tout seul. Ne restez pas avec ce que ça peut générer. Et dans toute formation, même en présentiel, il y a énormément de précautions qui sont évoquées, notamment de dire que ça peut même venir bien après la formation. Le fait que ça ravive des choses conscientes ou inconscientes et que justement il faut vraiment être voilà, savoir vers qui on peut se tourner. Donc ça répond pas directement à pouvoir mettre quelqu'un en face immédiatement, hein, par rapport à la question que tu poses, mais ça permet d'identifier vers qui on pourrait se retourner ou aller si on rencontrait justement des sensations ou des difficultés par rapport à la formation. Après, dans un second temps, on s'est dit que la formation, bon, elle est dédiée à tous les salariés des branches de la cohésion sociale. Elle est dédiée aussi aux dirigeants bénévoles de la branche de la cohésion sociale. Elle est spécifiquement au départ impulsée pour les salariés de la branche éclat. Elle est soutenue par la, la CPNF éclat, donc c'est un projet conventionnel. Il n'y a aucun frais derrière qui est engagé par les salariés et les employeurs. Et donc, notre idée au départ, c'était de faire en sorte que cet outil, ça soit qu'un outil, qu'une base, qu'elle ne remplace pas. Comme on évoquait tout à l'heure, il y a déjà pas mal de choses qui existent dans le catalogue éclat, dans les fédérations. Chaque fédération met en place des formations ou des outillages. Tout à l'heure, je vais avoir le plaisir d'entendre ce que vous mettez en place également. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'était d'avoir une première pierre par rapport à ce que tu disais et de se dire comment on peut partir de ce temps individuel pour aller vers un temps collectif, de pouvoir travailler ensemble ces questions-là, que ça soit un moyen de pouvoir aborder ces éléments en termes d'équipe, d'organisation et d'échange. Donc, pour nous, c'est juste un élément, c'est un moyen, un outil de la fusée qui vient s'emboîter dans un ensemble et qui n'est pas un élément qui remplace
ou qui se suffit à lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il peut se suffire à lui-même si on le souhaite individuellement, mais collectivement, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser comme un outil qui vient compléter ce qui est déjà existant. Et la formation, elle peut se faire avant, au début, pour aller vers d'autres formations, pour aller vers des échanges collectifs dans les organisations et dans les fédérations, mais elle peut être, et tout à l'heure on l'évoquait, aussi des piqûres de rappel, parce que des fois on pense qu'on a été formé, mais on oublie pas mal de choses. Et puis, il y a les textes de loi qui évoluent, il y a des choses qui évoluent. Vous savez, par exemple, le consentement par rapport à la loi. Mais c'est vrai que c'est pour nous un premier support. Après, avoir bien entendu à l'utiliser avec très grande précaution, c'est de la même façon quand on est aussi en formation, je parle en présentiel, de l'utiliser avec précaution et avec un bon usage. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, ce que ça peut vous susciter. Vas-y, Céline. Bonjour. Oui, moi c'est Céline Perrault, du coup, Ligue Céline. 28, Eure-et-Loir, enchantée. Je voulais savoir si ces formations pouvaient être financées par le compte CPF. En fait, pour tout salarié de la branche éclat, il n'y a aucun frais. Vous vous inscrivez, il n'y a aucun coût. D'accord. Merci beaucoup. C'est un projet conventionnel, donc c'est entièrement pris en charge. C'est ça l'idée, c'est de former le plus possible, le mieux possible. Vous vous doutez, c'est pas que quantitatif, c'est qualitatif. Là, Gaïa a une expertise d'une 12aine d'années. Ils se sont pas lancés dans un e-learning auparavant parce que justement, par rapport à la question que tu soulevais tout à l'heure, je pense que c'est Florence, hein, c'est délicat. Donc sinon, les formations en ligne sur cette question-là, elles seraient faites depuis très longtemps. Vous voyez, il y a des MOOC qui ont été faits notamment dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été relevés entre enseignants et également étudiants, étudiantes. Et donc, il y a eu des MOOC qui ont pu avoir lieu dans l'enseignement supérieur. Ça a existé et ça a aussi permis de prendre conscience de l'ampleur, en fait, du phénomène. Et aider pas mal d'étudiants à savoir qu'ils pouvaient dire non, en fait. Je peux me permettre de dire étudiante parce que, en effet, la plus grande majorité des personnes sont des étudiantes. Donc, par rapport à ta question, Céline, il n'y a aucun frais pour l'employeur, il n'y a aucun frais pour le salarié. Il suffit d'avoir l'accord, en effet, de son employeur pour suivre la formation. Et du coup, l'inscription peut se faire. Et donc, ça donne une nouvelle boîte outils qu'on peut mobiliser individuellement et collectivement après, et aussi à un sens. L'idée quand on a commencé à penser le projet, c'est d'avoir une culture partagée. Et ça revient à ce que disait Antoine, hein, d'arriver à la fois de démultiplier les outils, mais avoir une homogénéité aussi, et avoir une réflexion commune sur ces questions-là. Jordan? Oui, merci pour la présentation. Moi, j'ai juste une remarque, mais enfin, ça rejoint un peu des questionnements qu'il y avait eu entre la première et la deuxième intervention. C'est l'idée de dire que parfois, quand on forme des gens, et ben du coup, les acquis de formation, ils s'en vont avec eux aussi, surtout quand c'est du personnel qui est éphémère, on va dire, voilà, des animateurs qui sont occasionnels ou quand on n'arrive pas, de par la précarité dans laquelle le secteur de l'animation se trouve actuellement, à pérenniser des postes. Du coup, je trouve ça assez intéressant de pouvoir aussi avoir un public cible sur ces formations qui soient des cadres, des responsables qui sont voilà qui sont plus ancrés dans les structures et du coup je me demande quel est ou les bénévoles, hein, comme vous l'avez dit, quel est
le degré à quel point en fait cette formation elle est pensée pour pouvoir permettre la transmission à l'intérieur même des organisations, des structures, puisque je pense que en tout cas voilà, ça permet de faire de ces temps de formation et de cette question-là un fonctionnement. C'est jamais bon si ça repose sur juste des personnes qui sont formées et vigilantes à ça, mais une fois qu'elles s'en vont, en fait, il ne reste plus rien. Donc, comment, voilà, est-ce que vous avez pensé à cette question-là de la transmission en interne pour que ces choses-là deviennent vraiment des choses fonctionnelles et structurantes d'une organisation? Alors on est en train de réfléchir à ces questions, Jordan. En effet, l'idée c'est pas que ça soit de la formation consumable ou consommable et que ça soit one shot et que ça ait pas de sens. Comme je disais tout à l'heure, c'est comment on va vers du collectif. Comment l'idée c'est aussi qu'il y ait des retours de ces expériences qui pourront se mettre collectivement et qu'on puisse le partager à plus grande échelle entre fédérations. Ça aussi c'est important. Ça a du sens. Euh, je pense que tu voulais intervenir, Joao. Donc je te laisse. Depuis tout à l'heure, je vois ta main, donc Non, non, je l'avais levé à un moment donné, mais tu as répondu à la question. Euh, mais là, ça fait la transition un peu avec la dernière séquence du webinaire. Euh, en fait, comme Anne l'a déjà dit, ces deux e-learning, ces deux modules, ce ne sont que des outils, en fait. Ce sont des briques et c'est, il me semble, à chaque organisation de se les approprier et voilà, de les imbriquer dans quelque chose de plus large pour accompagner ces professionnels, ces bénévoles, enfin son réseau, quoi. Et donc c'est un peu ça que à la Ligue on est en train de travailler. On va s'appuyer notamment sur ces deux e-learning, mais ça fait pas une stratégie ou une politique d'accompagnement du réseau autour de ces questions. Juste ces deux e-learning. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Et puis, euh, comme Anne le disait aussi, il s'agit de penser comment on sort de la solitude du professionnel ou du bénévole qui est face à son ordinateur et qui fait son e-learning pour aller vers du collectif et donner un sens collectif et un travail collectif au sein de nos structures qui s'appuient sur ces outils. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, enfin, non, ou si tu c'est avais bon. fini, Anne. C'est parfaitement. Le relais est bien pris. C'est excellent. Ok. Bah, du coup, je vais enchaîner rapidement en vous parlant très rapidement de là où on en est, du coup, à la Ligue. Et après, Benoît, il va aussi intervenir pour illustrer une partie des propos. On a commencé à travailler à la Ligue sur cette question des VSS à la faveur d'une volonté de réactualiser ou d'actualiser le projet éducatif de notre secteur vacances, séjours et loisirs éducatifs. Et ça a été travaillé pour la première fois en octobre 2024 lors d'un regroupement national où on a animé des ateliers sur différentes thématiques et notamment sur les VSS. Et du coup, comme le disait Antoine, bah, nous aussi, on n'était pas forcément prêts à tout ce qui est sorti à ce moment-là lors des ateliers. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, des expériences vécues au sein de la Ligue par les uns, par les unes, par les autres. Euh, et tout ce qui sortait ne concernait pas juste les enfants, il y avait aussi des choses entre collègues. Enfin voilà, ça touche finalement toute l'organisation. Et finalement, enfin, c'est assez logique, on le sait. Et la Ligue n'est pas hors de la société, donc c'est juste normal que nous aussi, on soit confrontés à ce genre de choses. Du coup, on s'est dit, bon, il faut faut qu'on accompagne le réseau, il faut qu'on travaille sur cette question. Et on a décidé de se lancer
dans l'accompagnement du réseau et dans une réflexion sur comment on va faire et comment on va accompagner. Et notre volonté, en tout cas, c'est d'accompagner tous les secteurs du réseau, parce qu'il y a les vacances, il y a les ALSH, il y a les ACM, mais la Ligue fait beaucoup d'autres choses aussi. Et ces questions concernent un peu potentiellement concernent tous les collègues. Et quand je dis collègues, je parle de tout le monde, des professionnels, mais aussi des bénévoles, mais aussi des volontaires. Enfin voilà, c'est vraiment tout cet écosystème-là qu'il faut accompagner, et accompagner dans 3 dimensions. Il y a une dimension gestion RH, on va dire, ce qui se passe entre adultes, entre collègues dans le milieu professionnel. Une deuxième dimension, protection des mineurs. Comment on s'y prend pour s'assurer que nos adultes, encore une fois, professionnels, bénévoles, etc., ne nuisent pas aux enfants qui nous sont confiés en colo, en périscolaire, etc., etc. Et une troisième dimension, comment on sensibilise, comment on éduque finalement les enfants et les jeunes à ces questions du consentement, de l'égalité, etc. Donc, une fois qu'on a identifié ces trois grandes briques, ces 3 dimensions, là, voilà, on a beaucoup travaillé avec Benoît et d'autres collègues. Exopé était déjà dans cette dynamique de réflexion, et on nous a associés. Et il y a déjà ces 2 éléments-là qui vont s'intégrer dans notre plan d'action interne. Donc le e-learning d'1 heure et demie plutôt sur les VSS au travail, donc ça concerne plutôt la partie gestion RH, et puis le module complémentaire de 15 minutes sur les VSS en ACM, qui va s'intégrer dans la partie, tout ce qu'on fait autour de la protection des mineurs. Dans cette deuxième partie protection des mineurs, on a aussi commencé à travailler sur un kit, enfin une ressource tech, je ne sais pas comment l'appeler, de choses très pratico-pratiques à donner, à diffuser dans le réseau. Euh, des fiches pour animer un débat au sein d'une équipe ACM autour de cette question, par exemple. Comment faire un processus, un protocole de traitement des VSS dans le cadre d'un ACM, etc. Euh, on a mis en place une première formation au plan national de formation qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc c'était la première fois qu'on le faisait. On va le refaire, et d'ailleurs on va la retravailler un petit peu, cette formation, et on va le refaire en 2026. Et en 2027, on prévoit de rajouter encore d'autres formations au plan national de formation. Et il y a ce travail d'actualisation du projet éducatif qui est en cours. Et dans ce cadre-là, on va faire un certain nombre de propositions pour aller plus loin que juste l'affirmation d'intention, mais prendre des engagements qui nous engagent, qui nous obligent. Et puis sur la troisième dimension que j'ai évoquée, donc la dimension éducation, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les jeunes, les enfants, avec nos actions éducatives. Dans cette ressource tech, il y a aussi un certain nombre de ressources autour de ça. Dans le projet éducatif, on va aussi travailler cette question, et il y a aussi une formation en prévision pour 2027. Je vais m'arrêter là et je vais laisser Benoît présenter quelque chose pour illustrer ça. Je voulais juste vous dire dans les très grandes lignes, c'est quelque chose qui est au travail dans le réseau de la Ligue. On n'en est qu'au tout début. On souhaite, dès le mois de janvier, février, aller plus loin et mettre en ligne du coup la mise à disposition de ces ressources en interne, et lancer un certain nombre d'initiatives pour accompagner l'appropriation de ces ressources. Et également, parce que c'est pas suffisant,
et également lancer des initiatives pour que tout un chacun dans le réseau se sente concerné par ces questions et puisse accepter que bah oui, c'est des vraies questions, c'est des vraies situations graves qui arrivent parfois et il faut qu'on les traite et qu'on prenne ça de front, quoi. Donc voilà, et je m'arrête là et je laisse la parole à Benoît et j'aurai trois questions à vous poser tous pour notre débat ensuite. Merci Jean, tu me fais une très bonne passe décisive. Je vais vous présenter, donc Jean l'a mentionné, cette banque de ressources, cette ressourceothèque, on peut l'appeler un peu comme on veut. Moi, je vais le nommer kit de VSS en ACM, mais vous verrez que ça concerne, c'est un peu plus large que seulement les ACM. Alors, j'ai une petite présentation, euh, normalement. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon? Ok, parfait. Donc, on travaille encore sur la présentation visuelle du kit. Donc, ça sera uniquement une présentation à l'oral du contenu du kit. Je vais être rapide et bref parce que Jouan l'a déjà mentionné, ce contenu. Mais très rapidement, le but principal de ce kit, c'est vraiment d'alimenter la réflexion et les échanges entre les professionnels de terrain sur les VSS. On aimerait que ces professionnels s'emparent de ces sujets pour justement briser ces tabous, que ces situations soient ignorées parce que ça contribue à alimenter en fait le fait que ces situations de VSS aient lieu dans les ACM et autres. Et bien sûr, notre kit, il cible il implique les VSS qui concernent les mineurs, mais aussi, comme on l'a déjà mentionné dans ce webinaire, les VSS entre salariés. Pour ce qui est du contenu du kit, donc on aurait des fiches d'activité pour travailler avec les équipes d'ACM sur par exemple, les pratiques professionnelles ou l'organisation de l'espace dans les lieux d'accueil de publics mineurs, pour savoir prévenir et réagir aux situations de VSS. Et donc, juste après, je vais vous présenter plus en détail une de ces ressources qui sera présente dans le kit. On aurait aussi donc le protocole légal à suivre par les animateurs ou directeurs en cas de VSS en ACM, une fiche sur les obligations légales des ACM concernant les VSS, des recommandations d'affichage pour sensibiliser les publics, mais aussi les professionnels, les questions de consentement, de discrimination, de harcèlement, et plus d'une dizaine d'activités clés en main de sensibilisation des publics mineurs pour les animateurs et animatrices sur, encore une fois, de nombreux sujets. Donc, par exemple, les stéréotypes de genre, les cyberviolences, les violences dans le couple, les expressions des émotions, notamment pour les plus jeunes, ce qui suit un peu la trame du programme EVARS qui se développe pour l'éducation nationale, mais aussi, par exemple, les identités de genre. Donc, je l'ai dit, l'objectif principal du kit, c'est que les équipes professionnelles se saisissent de ces questions. Et je vais vous présenter plus en détail une des ressources du kit, le système des drapeaux. Certains connaissent dans cette réunion le système des drapeaux parce qu'il nous a été présenté pendant une formation du planning familial. Je vais d'abord vous présenter rapidement son fonctionnement, le fonctionnement de cet outil et vous présenter les ressources que vous trouverez dans le kit pour pouvoir animer des temps voilà, de formation, de sensibilisation autour du système des drapeaux. Donc, c'est une méthode qui est développée aux Pays-Bas par le Centre flamand d'expertise sur la santé sexuelle. C'est pas un outil qui a été développé par la Ligue. Et l'objectif tel qu'il est exprimé par la méthode, c'est d'évaluer correctement les comportements sexuels, donc problématiques ou non, des mineurs, de favoriser la discussion et de formuler une réponse adéquate en fonction d'un développement sexuel sain afin de protéger et de renforcer l'intégrité sexuelle des enfants. Donc concrètement, si un animateur ou une animatrice est témoin d'une situation liée à la sexualité chez des mineurs, par exemple, un animateur qui surprend une jeune de 10 ans en train de regarder en cachette les garçons prendre leur douche à la piscine, au lieu de paniquer, de ne pas savoir si c'est normal, de ne pas savoir si c'est grave, de potentiellement sanctionner la jeune fille de manière précipitée ou encore de mettre le sujet sous le tapis comme c'est malheureusement beaucoup le cas, ce système des drapeaux, il propose une méthode pour analyser la situation en fonction de 6 critères très clairement définis et qui permettent d'assigner un peu un drapeau à ce comportement. Donc, ce drapeau peut aller du vert ou du noir. Donc, le vert serait non problématique et le noir serait totalement problématique. Et cette évaluation, elle permet ensuite de répondre de manière plus adéquate au comportement. Et d'ailleurs, le système des drapeaux, il propose des pistes de réaction en fonction du drapeau.
Et cette évaluation, elle permet aussi de pouvoir plus facilement communiquer avec ses collègues sur cette situation, avec un système d'évaluation du comportement sur les mêmes bases, quoi, avec les mêmes critères. Très concrètement, vous, quelles ressources vous pourrez trouver dans notre kit pour animer des temps d'échange sur ce système des drapeaux? Alors, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, il y a une fiche d'activité clé en main avec une proposition d'étapes à suivre pour animer ce temps. Mais bien sûr, comme dans toutes les fiches d'activité de ce kit, vous pouvez vous en inspirer, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Deux fiches explicatives, une fiche de 4 pages qui résume les grands principes du système des drapeaux pour vous aider à animer ce temps, et une fiche un peu plus longue avec 10 pages pour, voilà, si vous voulez approfondir un certain point de ce système des drapeaux. Des études de cas que vous pourrez distribuer aux participants et participantes, histoire de s'exercer à l'application de cette méthode sur des cas concrets. Et là, j'avais pris l'exemple très concrètement d'une jeune fille qui regarde les garçons sous la douche pendant une activité piscine. C'est ce qui est reporté sur cette fiche-là. Et ensuite, bien sûr, la correction qui est tirée du manuel de la méthode sur cette même situation. Mais voilà, il y en a une dizaine des situations comme ça qui sont dans le site. Euh, et c'est pour, encore une fois, aider à se saisir, voilà, plus communiquer au sein de l'équipe, avoir des bases, des références sur comment communiquer sur ces situations-là, comment évaluer, comment réagir. Et donc voilà, c'est la présentation du système des drapeaux. C'est une ressource disponible dans le kit, ce n'est pas le kit en entier. Il y a bien sûr d'autres supports d'animation à destination des équipes, mais aussi des activités à animer directement avec le public, des activités clés en main. Et bien sûr, tout ça est complémentaire des autres ressources que je vous ai présentées dans le contenu du kit. Ce kit, il est centré sur les ACM, mais il comporte des ressources qui sont, comme vous pouvez le constater, utiles à tout autre lieu d'accueil de mineurs. Donc, tout le monde peut s'en saisir, les centres sociaux, pour les activités sportives de la Ligue. Et il ne se limite pas aux ACM, c'est qu'une porte d'entrée que nous, on a choisie pour parler des VSS au sein de la Ligue de l'enseignement, mais c'est qu'une porte d'entrée. Et comme le disait Jouan et d'autres personnes dans ce webinaire, il faut que ça soit accompagné d'autres choses, il faut que ça lance, faut que ça impulse une dynamique, mais on ne peut pas se contenter de ce kit. Et voilà, et ce kit, il peut être aussi amené à être alimenté de vos contributions, des contributions du réseau en entier. Et je pense que ça fait un joli pont vers un temps d'échange. Si vous avez des questions par rapport à ce kit-là ou même par rapport à notre démarche plus globale d'accompagnement du réseau sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Merci, merci Benoît. Oui, effectivement, l'idée, c'est, disons que ça, c'est un, ce n'est que le début, en fait, de quelques ressources pour commencer à lancer une dynamique et des échanges au sein du réseau, mais comme on fonctionne toujours dans le réseau, l'idée c'est que ce soit le réseau qui alimente, parce que un tel a déjà un outil intéressant, et du coup il le dit et on le rajoute dans la ressource tech, et voilà. L'idée c'est de dynamiser les échanges de ressources et d'idées intéressantes et de bonnes pratiques au sein du réseau. On, on va créer un espace d'échange dédié à cette question, qui permettra aussi voilà, d'échanger des ressources, mais aussi de présenter de faire remonter des difficultés éventuelles auxquelles les uns les autres seraient confrontés. Et ça va nous donner des billes aussi pour continuer à développer des choses, pour mieux répondre aux besoins des collègues qui sont sur le terrain confrontés directement à ces choses-là. Euh, comme vous êtes dans le secteur de la formation, la question que je voulais vous poser, c'est dans votre secteur, en tant que formatrice et formateur Ligue, euh, de quoi vous avez besoin et comment vous pouvez agir pour, voilà, pour intervenir sur ces sujets, quoi. Vas-y, Céline. Merci. Moi, j'ai rejoint la Ligue de l'enseignement du 28 il y a un an. Je suis formatrice référente des CPGEPS notamment.
J'interviens aussi un peu plus rarement sur les BP et je participe aussi aux formations BAFA organisées par la Ligue de l'enseignement du secteur. Donc, je comprends tout à fait tout ce que vous avez évoqué, les difficultés comme les choses à mettre en valeur, en avant, etc., les méthodes, tout ça. Donc, moi, je ne ressens pas de besoin particulier à part l'envie de continuer à me former pour pouvoir justement répondre aux besoins des publics. C'est surtout ça, en fait, moi, personnellement, ma problématique au sein de la Ligue. Nous, on propose, on a décidé du coup cette année pour répondre aux exigences, entre guillemets, aux attentes de la Drages qui change la mouture des formations depuis septembre. Là, donc, on a décidé de proposer une semaine complète de formation autour de tous les sujets un peu. Donc, il y a discrimination, inclusion, VSS, tout ça, c'est vraiment mis sur une semaine complète de formation. Maltraitance, bienveillance, enfin, vraiment tous ces grosses thématiques. Et du coup, nous, on a eu la chance de travailler avec des associations du secteur 28, notamment une association qui s'appelle Nous Toutes, qui en fait a beaucoup d'actions, mène beaucoup d'actions autour de la VSS et pas VHSS pour l'instant, mais ça va évoluer, j'en suis sûre. Donc, le harcèlement aussi, nous, on en parle aussi beaucoup. Donc, on a beaucoup d'outils en fait mis en place et ce qu'on propose, c'est une diversité de méthodes de réflexion. J'ai plus envie de dire ça. De réflexion permettant aux futurs animateurs de se positionner par rapport aux différents sujets, aussi bien en termes de connaissances, parce que on en parle beaucoup de tous ces sujets-là, mais on n'est pas tous au même niveau, même quand on est animateur dans le milieu, en termes de connaissances, en termes d'implication, en termes d'envie aussi, de s'impliquer ou pas. Donc, moi, je pense que mon rôle dans tout ça, prioritairement, ça va être déjà de leur apporter des contenus pour qu'ils puissent savoir vraiment de quoi on parle. Après, des outils pour savoir se positionner, connaître ses propres limites. On parlait tout à l'heure de favoriser la parole et recueillir la parole des victimes de tous ces sujets, hein, le consentement, le harcèlement, les violences sexistes, sexuelles ou pas, hein, j'ai envie de vous dire. De ce fait, on a vraiment envie de multiplier les méthodes de dialogue, les méthodes de réflexion à travers différents échanges. Donc, on a. Alors, moi, je ne sais pas si pour partager des contenus, par exemple, il faut que je fasse partager, c'est ça? Oui, non, oui. Alors, hop, je vais essayer de voir ce que je peux faire. On va faire tout l'écran. Tac. Ça ne marche pas. Partager ça veut pas. Bon. En tout cas, je pourrais transmettre des outils, mais en gros, on a des affiches, par exemple, en parallèle. Hein, je regarde mon écran, je vais pouvoir vous en parler d'une. Par exemple, une affiche, ouvre-toi s'il te plaît. Voilà, donc où il y a un animal féminisé qui est en train de pleurer. Et il y a une grosse écriture qui dit chaque blague a ses limites. Si tu as des doutes, fais marcher ton empathie. Déjà, si c'est oppressif, tu es carrément capable de trouver autre chose. Donc voilà, c'est plein de petites affiches avec des slogans. Et en fait, nous, c'est un peu les méthodes qu'on avait envie de faire pour ouvrir le débat et parler de tout ça. C'est déjà de diffuser toutes ces affiches avec des petites thématiques pour permettre après aux stagiaires entre eux de débattre sur déjà leur propre ressenti. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que pour vous, ça peut engendrer une situation que vous avez déjà rencontrée face à laquelle justement vous avez pu ou pas pu réagir, su ou pas su réagir? Et du coup, ça ouvre vraiment des débats, ça permet vraiment l'éducation populaire et le partage de toutes les connaissances de chacun et de repartir avec des outils aussi ludiques pour eux dans leur structure. Et donc, on va nous encourager cette année, vraiment notamment, à proposer des actions et des projets autour de tous ces phénomènes de discrimination,
de VSS, voilà, avec le violentomètre, avec l'iceberg du harcèlement, avec la méthode des 5D aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode des 5D, qui est donc distraire, documenter, diriger, déléguer, dialoguer, qui sont en fait des petits outils en tant que citoyen quand on est témoin de phénomènes comme ça pour réagir en fait et aider les victimes potentielles. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et je suis prête à partager tous mes petits outils et à vous donner plein d'infos sur cette assoce, en tout cas qui demande que ça, que de pouvoir partager aussi cette sensibilisation en tout cas. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Céline. Je vais jouer une dernière intervention, mais je vais devoir faire le maître du temps puisqu'on arrive à 18h et c'est important de respecter le timing promis. Mais Émilie, vas-y, si tu veux. Ah, Émilie, on t'entend pas? Je pense qu'il y a un problème avec ton micro. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, du coup, je voulais juste remercier tout le monde. Antoine qui nous a déjà quittés, mais c'était prévu, il avait un impératif à 17h30. Anne pour la présentation du module fait par Exopé et par Egae. Et puis Jouan et Benoît pour cette synthèse avec ce kit qui va être bientôt mis à disposition et qui reprendra d'ailleurs notamment les éléments puis aussi disons, la procédure d'inscription pour le module e-learning Exopé. Vous pouvez, voilà, je vois il y a Benoît qui a mis son adresse mail dans le chat. Donc, que ce soit Céline ou Émilie, n'hésitez pas à partager les ressources que vous avez. Je vois qu'Émilie nous met juste en 2 mots, nous aussi sur la 31 toxique de la violence fait par le département à vous transmettre. Ok, super. Eh ben, l'adresse de Julien? Benoît, c'est bsleiman, SLEIMAN@laligue.org. De toute façon, vous avez toutes les infos sur le site. N'hésitez pas à faire remonter vos questions, vos ressources, et voilà, c'est vraiment le bon moment. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera sur le développement de l'esprit critique et les réseaux sociaux. On parlera de ça avec notamment Sébastien Trouvé et ce sera le 29 janvier à la même heure, donc de 16h à 18h. Et vous retrouverez le replay de ce webinaire sur les chroniques pédagogiques sous peu. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt. Merci, Salut, bonne à soirée. bientôt, Merci, bonne au soirée. revoir, Merci bonne beaucoup. soirée. Au revoir.